All right. Hello, everyone. Good morning, and welcome to this CFC Africa Insights launch event organized by Casablanca Finance City. My name is Manel Bernoussi. I'm an international MC and moderator from Morocco and the host of the Leaders on Purpose podcast. And it's an absolute pleasure to be with you this morning. You know, I've spent over 12 years at Casablanca Finance City, so this place, this team will always feel like home, and it feels really good to be home. And we want to make sure that all of you here, valuable members of the community of CFC, also feel comfortable and at home. This is the purpose of this morning. It's to reflect, it's also to connect, and to make sure that we move out of this room with some strong insights. So we're delighted to have you with us to explore how Africa can advance its sustainability agenda, not just in principle, but in practice. Not just words, right? But facts, actually. This is what we're looking for. I'd like to acknowledge the presence of English-speaking guests and also French-speaking guests. I'd like to acknowledge the presence of all of you watching us on live streaming. Hello to you, live streamers. We appreciate your presence with us this morning. There is live interpretation available for you, so I hope you grabbed a headset on your way in, because I'll be proceeding in French now. If you did not grab a headset and you do need a live interpretation, please just raise your hand, and someone from the team will be happy to assist you. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cet événement de lancement du CFC Africa Insights, le rapport, le tout dernier rapport édité et écrit par Casablanca Finance City Authority en partenariat avec Oxford Economics. Et c'est toujours un moment clé, ces lancements de rapports. C'est toujours un moment important de réflexion. Et nous souhaitons réellement que vous vous sentiez à l'aise cette matinée parce que vous êtes des membres de la communauté CFC. C'est un moment clé d'interaction et nous souhaitons réellement créer les conditions nécessaires pour que l'interaction se fasse et que nous puissions bénéficier réellement de votre expérience. Il y a beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience dans cette salle et nous souhaitons vraiment que ce moment soit utile pour les uns et les autres. Alors aujourd'hui, nous abordons une réalité complexe, certes, mais nous devons aussi, en tant qu'acteurs clés, de rappeler le potentiel de l'Afrique. C'est un continent à la fois très vulnérable aux effets du changement climatique, peu responsable historiquement, comme nous le savons, mais doté d'une richesse immense en ressources naturelles, en opportunités économiques et face à un financement, on va dire, international qui est encore très limité, un espace budgétaire contraint, il devient réellement indispensable, on va dire vital, de mobiliser des solutions innovantes. Et c'est précisément ce que nous allons discuter cette matinée lors des différentes interventions que nous allons avoir le plaisir et l'honneur d'écouter. Alors, comme je le disais, cette matinée se veut réellement une occasion d'échange avec vous tous, les amis de CFC, l'écosystème élargi, et nous souhaitons que ce soit un moment de connexion. Il est prévu plusieurs temps d'interaction avec vous dans la salle, so please do not hold back, ok? Je compte sur vous pour réellement interagir avec les différentes interventions. Encore une fois, c'est réellement le but. Alors, pour ouvrir officiellement cette matinée de réflexion, j'ai le grand plaisir d'inviter une femme engagée, une personne qui a vraiment la finance durable, je m'en souviens de mon temps à CFC, vraiment à cœur et dans le sang. Je vous remercie d'accueillir très chaleureusement au pupitre Madame Lamia Marzouki, directrice générale adjointe de Casablanca Finance City Authority, pour son mot de bienvenue. Chers invités, merci Manel, d'abord. Chers membres de la communauté CFC, chers amis, bienvenue à cette conférence CFC Insight. Il ne tient pas ce micro? Bon, on va faire comme ça. Donc bienvenue à cette conférence qui aujourd'hui en fait marque la sortie de notre 10e rapport Africa Insight, coproduit aujourd'hui donc avec Oxford Economics Africa et qui traite d'un enjeu majeur qui est donc la transition durable en Afrique et comment financer cette transition durable. Alors je ne vais pas refaire le pitch sur l'Afrique, je pense que je suis devant un public averti et tout le monde sait que l'Afrique c'est le continent qui est le plus vulnérable et en même temps qui a le potentiel, le plus gros potentiel pour faire ce massif saut qualitatif, donc le leapfrog,
puisqu'on peut investir directement dans des infrastructures durables. Mais je voudrais juste souligner que aujourd'hui, l'Afrique peut devenir l'usine du monde, et ça on le dit moins, en matière de transition énergétique. Parce que d'après l'ACMI, donc le Africa Carbon Market Initiative, donc l'initiative pour le marché carbone africain, aujourd'hui l'Afrique ne génère que 2% de son potentiel en crédit carbone. Et donc, d'ici à 2050, ils estiment que l'Afrique pourrait devenir l'un des plus grands fournisseurs en crédit carbone en matière de transition énergétique mondiale. Si évidemment on met en place les conditions cadres en termes de transfert de technologie, en termes de renforcement de capacité, en termes de financement. Et sur cela, j'aimerais partager avec vous que les places financières ont un rôle à jouer. Les places financières doivent d'abord mettre en place l'écosystème qui soit favorable pour attirer les opérateurs dans le développement durable. Elles doivent permettre de rassurer les investisseurs. Elles doivent faciliter la circulation des flux financiers et assurer en fait le fléchage ou l'orientation stratégique vers les bons projets durables. Et aussi, last but not least, attirer non seulement les financements mais également les talents. Et c'est tout le sens des efforts que CFC déploie en tant que première place financière africaine, avec l'ambition de structurer un écosystème qui soit à la fois innovant et attractif sur les projets, notamment durables. Et en fait, CFC s'est engagé dans cette durabilité depuis plus d'une décennie à travers 3 dimensions complémentaires. La première dimension, c'est la mise en place d'un écosystème vert et durable, à travers l'attraction d'acteurs majeurs dans le domaine, mais aussi l'attraction des capitaux. Donc, j'aimerais citer quelques acteurs majeurs sur l'Afrique, comme Infraco Africa, qui est une branche de PIDG, le Private Investment Development Group, qui est aujourd'hui financée non seulement par la Banque mondiale, mais également par des investisseurs qui sont à la fois internationaux, anglais, suisses, néerlandais, allemands, et je passe. Et typiquement, Infraco Africa, son objectif principal, c'est d'investir dans les projets durables en Afrique, notamment dans on va dire, climate resilient infrastructure, et au niveau de l'adaptation, là où l'Afrique en a besoin. Le fonds Africa 50, pareil, ils investissent beaucoup et de plus en plus au niveau des énergies renouvelables. Et en fait, l'écosystème, ce n'est pas seulement ces fonds-là, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les prestataires de services, les cabinets d'avocats, tous ceux qui accompagnent ce type de transactions. Et toujours dans cette communauté, nous, ce qu'on a lancé il y a quelques années, c'est le groupe de travail Sustainability ou durabilité, dont l'objectif c'est de réaliser des actions collectives dans la durabilité et de promouvoir des comportements exemplaires au sein même de notre communauté. Et enfin, et au passage, à CFC, nous avions émis en 2018 un Green Bond, donc une obligation verte, pour financer une partie de notre plan de développement immobilier. Et une grande fierté, c'est que tout ce projet a été structuré de A à Z par des membres de la communauté CFC. La deuxième dimension sur laquelle on s'est engagé il y a des années et qui amplifie notre positionnement durable, c'est le développement des partenariats internationaux en lien avec la durabilité. Donc, par exemple, nous avons eu l'honneur de lancer ici le réseau des centres financiers verts, enfin de faire la première rencontre internationale du réseau des centres financiers verts sous l'égide des Nations Unies à Casablanca. Donc nous avons été cofondateurs, sachant que ce réseau a été créé par les membres du G7 initialement, et nous avons eu l'honneur de coprésider ce réseau pendant quelques années. Nous sommes également membres actifs de plusieurs réseaux internationaux, que ce soit des réseaux asiatiques, des réseaux américains. Donc je citerai par exemple le GIP, Green Investment Principles for the Belt and Road. Et depuis peu, nous sommes Supporting Institution de UNEP-FI. En fait, il y a encore d'autres réseaux dans lesquels nous sommes membres. Et ça nous permet de rester à la pointe de ce qui se fait au niveau de la finance verte. La troisième dimension sur laquelle on est engagé, c'est le renforcement de capacités et la promotion de la finance verte. Et sur ça, en fait, nous avons organisé une série de conférences, d'ateliers de formation, et même des formations qui ont duré même 2 jours. Je pourrais citer le Green Finance Leadership Program en 2019 avec le Dr Majoun et qui a attiré des parties prenantes de tout le monde et notamment des parties prenantes africaines.
Et ce renforcement des capacités, on y travaille de manière continue, là aussi à travers l'appartenance à des réseaux. Donc on appartient à des réseaux de par le monde. Par exemple, le GCBC, qui est le Global Capacity Building Coalition, qui a été fondé récemment par Michael Bloomberg, ou encore le Capacity Building Alliance of Sustainable Investment, ça c'est CACI, et c'est plus une plateforme asiatique. Et pour couronner le tout, cet engagement s'est concrétisé en septembre dernier avec la signature d'un protocole d'entente avec la CDG pour la création d'un marché volontaire du carbone à portée régionale. Et aujourd'hui, donc, après la présentation du rapport qui se fera donc par Oxford Economics Africa, ce rapport qui dresse donc un état des lieux mais également une lecture prospective avec une dizaine de recommandations à la clé, eh bien, on aura l'honneur et le plaisir de recevoir des membres de la communauté CFC. J'aimerais remercier la présence de Africa 50, la présence également de McKinsey en la personne de leur directeur général Mehdi El-Harichi. Il y a également Standard Chartered qui est en ligne avec nous, enfin Lina Ousmane qui s'occupe de la finance verte et finance durable est en ligne, mais la DG de Standard Chartered Bank est ici avec nous, Cynthia Asmar, qui est donc fraîchement nommée, et d'ailleurs c'est un nouveau statut CFC, c'est une nouvelle banque internationale qui opère notamment en Asie, dans le Middle East et en Afrique, et on est fiers de les avoir avec nous dans la communauté et aujourd'hui. J'aimerais également remercier évidemment le ministère de l'économie et des finances ainsi que le ministère de la transition énergétique et du développement durable pour leur présence et l'éclairage qu'elles voudront bien apporter lors de ce panel. Et je vous souhaite d'excellents échanges. Merci beaucoup, cher Lamia. Merci de nous avoir rappelé le rôle important que jouent les places financières pour la mobilisation des financements durables. Merci de nous rappeler aussi l'engagement des membres de la communauté CFC qui sont fortement engagés sur cette thématique, et puis le rôle que les places financières jouent à effectivement fédérer tous ces acteurs clés. Et nous allons creuser tout à l'heure, lors du panel, cette question de l'écosystème et quel rôle peut-il jouer pour dynamiser ces financements-là. So now, ladies and gentlemen, we are going to move on to the keynote presentation of the publication, and we are very delighted to welcome Dion Fourier, lead economist at Oxford Economics Africa. Please give him a warm round of applause. Dean brings over 15 years of experience at the intersection of economic policy, consulting, energy transition. You have worked, Dean, both in the public and private sectors, and today you will walk us through key insights from this newly released CFC Africa Insights report. So, again, thank you for making the long trip from South Africa here to Casablanca, and over to you now. Thank you. Thank you very much for the kind introduction, Manal. And ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be here today in the beautiful Casablanca Finance City. And it's a real honor to present on this not only timely but essential topic today to you, which is the future of sustainable finance in Africa. So without further ado, I'll start moving into the slides. The study we completed in partnership with Casablanca Finance City covers a whole variety of aspects pertaining to climate change, business development, sustainability sectors, and sustainable financing. Most of those topics are just too many to cover in this presentation in detail. Sorry, forgot about this one. Many of those topics are, it's got a lot of detail, so I really encourage everybody to engage with the report for additional findings and learnings of the overview that I will show you today. So first of all, just to give a brief summary of our report in a nutshell, it starts off by contextualizing Africa's looming climate crisis and its massive financing needs, where after the sustainable finance landscape in Africa is really assessed in detail. After the assessment, it allowed us to identify and prioritize main business opportunities for green and inclusive development throughout the continent. And very importantly, the report explores the sustainable financing mechanisms and ecosystems that are needed to mobilize capital and progress the continent to improve sustainability.
Finally, the report offers 10 overarching recommendations for businesses to help navigate the decarbonization drives of their countries. And additionally, throughout the report, there's a whole host of case studies to demonstrate sustainable finance that has been deployed and success stories of business opportunities that's been able to grow as a result of this finance being extended to them. The report also has a deeper dive in carbon credit markets in Africa, which is gaining a lot of traction very quickly, and we'll look at that briefly today. And it also talks about the role of IFCs in driving Africa's sustainable development. So, sustainable finance in Africa, what is it and what's holding it back? And what can we do to mobilize additional capital to reach those who need it most? Well, as many of you may know, Africa faces a climate change paradox. It's among the most vulnerable regions in the world to the impacts of climate change, yet it has contributed the least to its effects. And at the same time, it is also the least equipped to adapt to the impacts of climate change and disasters. The continent has abundant natural resources, yet these have not translated into meaningful development as yet, as the continent still suffers from multi-dimensional and severe poverty and a large reliance on traditional biomass, especially for the 600 million Africans living without it, as well as fossil fuels. High debt, constrained fiscal space, and limited access to international capital markets have limited governments' ability to fund adaptation and mitigation efforts at the scale needed. International climate finance pledges have been the greatest to Africa, yet very little of those climate finance funds have actually reached the countries that need it most. In fact, most the climate finance that has been extended to Africa has only gone to, about half of that money has only gone to 10 countries, many of them not even the most vulnerable to climate change. And all of this is being compounded by recent geopolitical uncertainty and wavering official development assistance support. So the world is changing, and we really need private finance to get us to help bridge the climate financing gap. Just looking to the right of this slide, Africa, according to the Climate Policy Initiative, Africa requires about $2 trillion to combat climate change effectively by 2030. This translates to about 190 billion USD per year. In 2022, for the first time, the continent received over 50 billion USD in climate finance. However, still falling significantly short of what's needed, requiring an additional 140 billion USD per annum. Of the money Africa did receive in 2022 represents only about 3.3% of the global total for climate finance. And as we can see on the chart at the bottom of this slide, all regions in Africa are significantly underfunded, with about an 80% funding short for adaptation and mitigation projects. So, even with the climate paradox we just quickly mentioned on the previous slide, the continent holds immense potential for climate resilient and inclusive growth, as it offers an array of business opportunities to help close this climate financing gap. Despite country-specific challenges, the continent's unique combination of abundant natural resources, sharp population growth, increasing demand for goods and services, and pressing sustainability challenges positions it as a prime destination for impactful and profitable investments across a spectrum of interconnected and future-oriented sectors. In our study, we identified 5 overarching sectors that can catalyze Africa's sustainable and inclusive growth and development. Each of these overarching sectors have a number of distinct commercial prospects under each for practical consideration. As you will see to the left of this slide, these sectors can be summarized into sustainable energy systems and their complementary technologies, blue economy initiatives, climate-smart agricultural practices, climate-resilient infrastructure, and critical mineral mining, but more importantly, the value addition thereof, so that we can earn more export earnings, create more jobs, and attract more investment into our economies. Each of these sectors present avenues for investment, job creation, and greenhouse gas emissions reductions, while delivering socio-economic dividends at the same time.
Similarly, in our report, the opportunities were also prioritized based on investment imperative and investment potential for various African countries. The investment imperative refers to the urgency with which specific aspects of climate change vulnerability need to be addressed, based on a country's sensitivity in that area and how it may affect certain sectors. The investment potential, on the other hand, revolves around the natural resources available in each country, as well as their investment needs. So really trying to map vulnerability with needs with what the continent already has. So even with Africa's climate paradox, oh, sorry, I think I went the wrong way. No, I didn't. So the business opportunities we identified underscores the urgency of innovating beyond traditional financing instruments by scaling up public and private concessional sustainable finance inflows. Most African governments grapple with high borrowing costs, as many as you are aware, and limited access to foreign capital due to higher perceived risks, coupled with weaker credit ratings, liquidity concerns, underdeveloped domestic markets, and large-scale development needs, which are really driving the escalating debt burdens. All these issues really restrict investment into sustainability sectors. And this is despite Africa having some of the lowest default rates on infrastructure projects in the world. Even with these low default rates, African countries still borrow at interest rates up to 8 times higher than wealthier nations and face a 500% premium on capital market loans compared to World Bank rates. Generally, it's also more difficult to secure investments in adaptation projects versus mitigation initiatives. And this is mainly due to many adaptation projects being deemed public benefit projects with less demonstrable returns over the short to medium term, and thereby making it harder to attract investment. However, the more private investment can take place in the continent, and creating the right conditions for these investments to flow into the continent can free up fiscal space so that governments can invest more in adaptation initiatives, especially for the communities that are most vulnerable to climatic impacts. There's therefore an urgent need for blended and innovative finance to bridge the climate finance gap. And as we can see on the chart here on the left, various innovative financing mechanisms exist, ranging from carbon credit markets, as has been talked about earlier, sustainability bonds, debt for nature swaps, blended finance mechanisms, impact investing, and green equity. And then, of course, also microfinance and microinsurance products, especially for smaller scale sustainability initiatives. From the chart, you will also see most of these financial products are generally offered in a mix to provide the lowest cost funding to African governments, and they can go to all of the major sectors we just identified on the previous slide. However, generally, these instruments are mixed, and the mixture of them depends on the project size and complexity, and the return prospects of those opportunities. If we look at this slide, structural constraints such as weak project preparation, inadequate policy and regulatory frameworks, lacking investment incentives, and often insufficient capacity in public institutions continue to limit progress in raising sustainable finance and matching those to low carbon and climate resilient business opportunities. In fact, only 20% of African infrastructure projects in various planning stages eventually reach financial close. This gap needs to be closed as well. Therefore, as shown in the diagram, the successful deployment of sustainable finance requires collaboration requires multi-stakeholder collaboration amongst various direct and indirect actors. These actors mainly include governments, the affected private sector participants, multilateral funds and their agencies, education and research institutions, as well as international financial centers like Casablanca Finance City, of course. Working collectively, these stakeholders can help governments create correct enabling conditions through policies and regulations to attract more business into the continent and for sustainable finance to be channeled towards those opportunities. However, stakeholders like IFCs, multilateral agencies, and with private sector support can really also help to structure public-private partnerships effectively, to provide technical assistance such as capacity building, technologies transfer, skills development, and all of these additional support factors that are required to
enable sustainable finance to flow to the right business opportunities. So, as hubs for regional and global business activities, IFCs can play a catalytic role in mobilizing sustainable finance by creating talent pools, as was mentioned before, by bringing public and private participants together, by transferring knowledge, by helping to structure deals and helping money meet viable projects. And there are a lot of extra support areas where IFCs can support the successful deployment of capital. So as I mentioned in the introductory slide, the study also includes a feature on carbon credit markets in Africa. And what the graph to the right essentially shows is how companies and countries can offset their emissions by purchasing carbon credits on the demand side of the market from projects that reduce or avoid greenhouse gas emissions on the supply side of the market. Within the overall ecosystem, which is the rings around the circle, sophisticated infrastructure is also needed to enable market functionality, embed checks and balances to avoid greenwashing, and to ensure that projects of high standard attain lasting impacts. There are mainly two types of carbon credit markets, as many of you may know. There's compliance markets, which are regulated and polluters are legally required to offset their emissions below stated limits or else face sharp penalties. And there are also voluntary carbon markets, where carbon credits are issued, bought and sold on a voluntary basis to offset emissions. And these are also the ones that are gaining the most traction in the African continent. Africa's carbon credit markets remain underdeveloped, but it has grown sharply. In 2023 alone, global demand for Africa's carbon credits increased by 11%. The continent issued a mere 50 megatons of carbon dioxide equivalent carbon credits in the last fiscal year, out of a potential of 2,400 MTCO2e by 2030. There's therefore huge room for the continent to benefit more from carbon credits. The global market share of Africa's carbon credits is expected to rise from 10% in 2021 to over a quarter, or $7 billion per annum by 2030. Encouragingly, negotiations at the recent COP29 agreed to establish a centralized market under the supervision of the UN, under an agency called the Article 6.4 Supervisory Body Mechanism. Article 6.4 of the Paris Agreement aims to reduce the costs and accelerate the implementation of countries' respective nationally determined contributions. It's therefore very important that each national and regional carbon credit market initiatives tie into Article 6.4 of the Paris Agreement in order to benefit from a centralized global carbon credit trading marketplace where developing countries can benefit from investments to sell carbon credits to polluting firms in other destinations, and at the same time help the world move to net zero emissions quicker. Some countries have already made advances in this regard, like Kenya, Ghana, and Tanzania, which have been supported by ACME, or the African Carbon Credit Markets Initiative. Here in Morocco, only last year, CFC and CDG also signed an MOU to launch a regional voluntary carbon market. This morning in the news, I also read that the AFDB has launched a similar initiative. So, as many of you are aware, climate change is a global phenomenon. It affects us all, although its impacts will be most acutely felt right here in Africa. It's therefore vital for public and private sector actors to take the necessary steps and respond to and enhance their resilience against changing climatic impacts. Before looking at the overarching recommendations, I would just like to take you through two select climate scenarios, which is derived from Oxford Economics' Global Climate Service. The two scenarios are the net zero scenario, which was shown in the solid lines, and the climate catastrophe scenario, which is pretty much the current place we are finding ourselves in now, where countries' commitments to combating climate change are reducing, mainly in particular Western countries. So, in the net zero scenario, carbon neutrality is achieved in 2050 through early policy action, technological advances, and global coordination.
global warming is limited to around 1.6 degrees Celsius above pre-industrial levels. Initially, carbon taxes help to reduce greenhouse gas emissions, but it pushes up inflationary pressures, especially on the supply side of the economy, through initially inelastic demand for fossil fuels and higher electricity prices. In turn, real GDP weakens as inflation eats into the real incomes of populations, but this fades away over time as economies transition from carbon-intensive energy sources to improved environmentally sustainable economies. In the climate catastrophe scenarios, governments fail to meet their NDC pledges, and the concentration of greenhouse gases in the atmosphere intensifies. Global temperatures warm by 2.3 degrees Celsius by 2050, causing severe physical and accelerating damages over time. In this scenario, because not much is being done at the moment, much less upward pressure on producer prices occurs over the medium term. However, the development gains of the green transition are not benefited from. More frequent weather anomalies as a result results in much lower productivity growth over the longer term, which weighs on global GDP growth. So just to bring this all of it back together in the African continent, these dynamics suggest that global transition efforts will boost GDP growth over the medium to longer term. Apologies, I forgot to show this slide. As we can see in the net zero scenario, just in a nutshell, long-term economic growth will be much higher than under the scenarios in which nations do not transition to carbon neutrality. So the picture I want to bring here from an African perspective is macroeconomic volatility will occur regardless of projects on the transition front. This means that businesses have to adapt and prepare for this, including in their balance sheet and budgeting operations, operational procedures, and their supply chains, requiring a number of inputs to successfully invite foreign investors to invest in Africa's carbon transition over the longer term. So, from the findings in the study, we derived 10 overarching recommendations. The first is for businesses to help them navigate decarbonization drives. The first is, again, collaboration, where businesses need to support the enabling environments of governments more and encourage them to allow increased private participation, collaboration, and public-private partnerships in sustainability efforts. This includes mainstreaming climate change into policies and regulations and ensuring that those policies ensure the implementation of countries' nationally determined contributions so that these are not just plans and actually become implemented. The second recommendation we have is for public and private sector actors to really reinforce their project preparation capabilities, from planning to financial closure, and investors' visibility of viable project pipelines. This is needed to enhance bankability of adaptation and mitigation projects and to reduce perceived risks. Often, many African countries go to investors with a long list of projects they would like to implement, but these have not been technically tested, financially tested, environmentally tested, geologically tested, and all of these. And it's very difficult for a financier to allocate capital to an idea. And this is why project preparation is such an essential part to help Africa transition. The third recommendation is to continue to mobilize increased public and private concessionary capital through innovative sustainable financing mechanisms that are tailored to national circumstances in order to help to close countries' respective climate funding gaps, to free up fiscal space for greater public investment in public benefit projects, and of course to help the countries implement their nationally determined contributions. Related to this recommendation, the fourth is to take advantage of and deploy the sustainable financing mechanisms available, despite recent emerging geopolitical dislocations from combating climate change, including to safeguard business operations from intensifying climatic risks and disasters. The fifth recommendation is, as I just mentioned, is for countries to continue expanding or developing functional national and regional carbon credit markets, but ensuring that these markets are aligned to Article 6.4 of the Paris Agreement so that they can partake in a globally centralized carbon credit marketplace. The sixth recommendation is to, of course, leverage IFCs like Casablanca Finance City to streamline the deployment of sustainable finance mechanisms into bankable opportunities.
especially given these centers' financial infrastructure, expertise, and partnerships to mobilize the flow of capital and knowledge towards sustainable business opportunities. Perhaps a slightly more tricky recommendation, the seventh, is to promote the role of the diaspora and remittances to support sustainable development. Ethiopia is a good country case at the moment that are really using their diaspora communities and remittance receipts to help the country achieve its developmental goals. For example, simple steps can be taken like reducing transaction costs for remittance transfers or providing incentives when communities use remittances for environmentally sustainable projects. It also helps to provide incentives to attract skilled diaspora back into sustainability sectors. Perhaps a simpler recommendation is for public and private sector participants to collaborate to create centralized platforms to match skills and demand with sustainable business opportunities. What these platforms are, in these platforms, businesses list the skills they need and work seekers list the skills they have or that they are busy developing. This really helps to improve visibility of the human capital resources available in those countries, which can help investors improve the viability of their projects by appointing appropriate and skilled resources for the development of Africa's human capital base. A ninth recommendation is, of course, like most recommendations, to address data shortcomings and to reinforce disaster risk reduction and management systems. This will help to inform evidence-based decision-makings. It's very difficult for an international investor to commit to a medium or long-term project if he's not sure how disasters, when disasters are going to strike, what the magnitude will be, how it will affect his supply chains. So data and the transparency thereof becomes very important, and this links back to the project preparation capabilities recommendation. A final recommendation is to help implement the other recommendations, and this is to conduct ongoing capacity building, awareness creation, and technology transfer to ensure effective climate action and to help Africa drive the sustainability agenda, not only for itself, but for the world. Perhaps just a few concluding remarks from my side. Africa stands at a critical crossroads. With its rich endowment of natural resources, youthful population, and rapidly growing cities and dynamic local economies, the continent holds immense promise to pioneer a new model for green and inclusive growth. However, realizing this potential requires reimagining how capital is deployed and scaled. Traditional finance mechanisms alone are no longer sufficient. Instead, bold partnerships, innovative instruments, and coherent policy frameworks are essential to unlock the $2 trillion needed to drive Africa's sustainable transformation by 2030. It calls for financial innovation and resilient public-private collaboration. Encouragingly, sustainable finance is gaining momentum across the continent. With the right policy signals, greater transparency, and effective de-risking mechanisms, Africa can become a magnet for sustainable investment, not just to withstand the climate crisis, but to thrive through it. For Africa, sustainable finance is not just a climate imperative, it's a developmental and economic necessity. As climate risks intensify, Africa must urgently mobilize capital to advance its coordinated action across governments, financial institutions, international partners, multilateral agencies, and the private sector. Just looking back at the whole ecosystem of support that is required to successfully mobilize finance. With bold leadership, innovative tools, and supportive ecosystems, the continent can chart a path toward a more inclusive, resilient, and sustainable global economy. If investors, policymakers, and development partners act with urgency and vision, they can help to accelerate Africa's journey towards an environmentally and socio-economically sustainable future. That brings me to the end of my presentation. I thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dian, for this rich presentation. I'll keep you with me just a couple more minutes if you'd like to join me here. I'm going to open up to the audience in just a few because I really want to make sure that we're keeping this engaging and interactive. There's a lot to unpack there. You've presented so many aspects, related to this publication. You've highlighted the urgency of Africa's climate financing needs.
it also, we can see the complexity of the landscape. Now, I can't help but ask myself, and I want your honest opinion here, right? There seems to be often a real disconnect between the high-level commitments that we can hear from COPE or all the corporates announcing their net zero commitments and what's actually happening on the ground. And I know if we're here in the room today, it's that we truly want to believe that there is a way forward. What do you think about this gap? Yes, Manal, thank you. That's a very good question. And you're right, the report has a lot to unpack. And sorry if the presentation felt a bit rushed to try and get all of these messages over. You're right, commitments never reach the people. The money that's disbursed is far inadequate of what is needed and what is promised. And it becomes like a showcasing of, oh, we are all committed, but in the real world, it doesn't reach the projects or people who need it most. The thing is, the countries that are so reliant on official development assistance to help them in their transition need to become more self-sufficient by locking in private sector capital. It doesn't just make business sense, it's a business necessity. We've seen countries like the EU with its CBAM will really affect African operations. And climate, at the same time, climate risks will affect the business's operations. So the aim will be to crowd in more private capital in a way that doesn't overburden the existing debt levels. And that's by bringing in the private sector. Because if we don't, climate change will be bad for everybody, whether they believe or follow in it or not. Yeah, absolutely. And you've shared 10 recommendations there for the private sector, for the businesses. Maybe we could pull out the slide once more, because I want to turn over to you now and really get kind of your reaction, first reaction to these 10 recommendations. Because we've got it all here, right? We've got the consultants, we've got the funds, the banks. So I'm really curious from you as experts, what do you think about this? Are we missing anything? Is there anything else that we could add? Is there anything from your own experience? Let's take a couple questions from the audience. Maybe we can come back for one last question before we move on to the panel discussion. Yes, please. Thank you so much. Let's give him a mic. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions en français aussi. On veut s'assurer que tout le monde soit confortable, français, anglais, arabe. On prend tout. Juste là, juste sur votre droite, merci beaucoup. Et puis une deuxième question là sur la gauche, juste après. Si on peut préparer le micro pour monsieur juste après. Merci beaucoup. Can you hear me? Good. Can you, yes. Thank you very much, Dion, for such inspiring and insightful presentation. Sustainability is facing adverse headwinds recently, especially in some geographies. I will not be naming them. And this is probably an understatement. This trend can be seen with some green initiatives being scaled down, unfortunately. Think about, for example, the Inflation Reduction Act being at risk, but also from some major financial institutions probably stepping down from commitments, from pledges that they made previously. And my question, I guess, will be the following: how to maintain, how to turbocharge this momentum around sustainability globally? How can we as Africans navigate such turbulent context, especially as you mentioned in a constrained fiscal environment where some foreign aid programs are being cut? And my philosophical question to you will be the following: how to build trust, how to build more strength, how to massify the role of finance in driving such sustainability agenda, delivering for people, for planet, and for profit, and helping us get through these sustainability goals that we are all facing. Thank you so much. Those are key questions indeed. Let's take a second one and then I'll let you respond to both of them. Thank you very much, Mourad. I saw we had another question here. Oui, une autre question? Hello, my name is Driss Rafes. I'm into training and development, and I'm about to organize a very special event which is connected to blue economy. We're co-organizing with the Ministry of Finance, Economy and Finance in Morocco, a great expedition going from Vigo in Spain all the way to Rabat. And the idea is to actually bring the best know-how in terms of economics,
sustainability, of course, as far as all the blue sectors are concerned. As you well may know, Morocco has got 9 of its 12 regions which are on the coastline, and about 81% of the urban population lives in coastline cities. I'd like to know your perspective as far as this great blue economy sector is concerned, with all the traditional sectors, but as well as the modern ones, being, of course, sustainable energy, and within the perspective of the Africa-Atlantic project, which has been initiated by His Majesty the King. Thank you very much for your presentation. Thank you very much. Those are important questions. So one about building trust, really keeping the momentum. This question about the blue economy, what's your insight on that, Diane? I think I'll start with the question about building trust in a turbulent world. It's similar to my first response I provided you, but the thing is, African countries need to act in harmony and as a collective and disregard these moves away from climate change, becoming more self-sufficient in their climate initiatives. There will always be money available to be channeled into projects that can demonstrate returns to investors. And to do this, if these projects are well structured, if the technical, financial, and environmental feasibility of projects are proven, we can demonstrate to the world how we can develop and become more sustainable and help the whole world reduce greenhouse gas emissions while they pursue possibly the incorrect track, as we saw in the climate catastrophe scenario, where they will lose out. And over the longer term, this will improve the continent's competitive advantages against the rest of the world. And looking at the Inflation Reduction Act is similar to my comment on the CBAM. If our industries don't reduce our emissions below the stated limits of the CBAM or Inflation Reduction Act, it will be very difficult for us to enter export markets. We will continue to rely on exporting critical minerals, and we need to start focusing on adding value to these minerals, to build our own balance sheets so that we can build liquidity buffers, to start investing more in adaptation for vulnerable communities, while the business sector invests in projects that drive mitigation and adaptation with higher internal rates of return over the short to medium term. Trust is always a difficult thing, but without it, we won't move forward. Then to the question of the blue economy, this sector shows tremendous opportunity. I think I read a statistic showing by over the next 10 years, Africa's blue economy can generate about 30 trillion USD, and that includes through things like pollution control to attract more tourists, ocean bed sustainable mining, seaweed harvesting. There are so many opportunities in the blue economy. Tourism is a big part, and of course the blue economy is also coupled with resilient infrastructure to avoid rising ocean levels. So I think it holds, I'm not sure if I answer your question completely, but it does hold tremendous potential. But there are so many areas in the blue economy, not only for coastal countries, but also for countries, landlocked countries with internal water bodies. And one really has to investigate it on a project-by-project basis on what will work, what is needed in this community, as different countries differ in many respects. But it's certainly a massive opportunity that's completely underutilized, not just in Africa, but in the world. Yes, of course, sustainable shipping, yes. Absolutely, yeah, that's a main topic, and I'm sure we can add to that with the comments from the ministries right after. Diane, thank you so much for your insight. We really appreciate your expertise. Let's give him a round of applause, please. Thank you so much. So let us now move to our panel discussion. We will be hearing from a diverse group of leaders representing government, representing the private sector, development finance and strategy. This conversation will be both in French and English, so again, please make sure you have your headsets available if you need to. I will proceed in French now. Donc, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec le panel sans plus attendre. Et pour cette conversation, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Madame Molly Domiwo, directrice de la stratégie chez Africa 50. Merci de l'applaudir bien fort. Bienvenue à vous.
Nous accueillons également pour cette discussion Madame Wafa Bouchouata, chef du service changement climatique, ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir parmi nous Monsieur Mehdi El-Harichi, partenaire chez McKinsey & Company. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Madame Rachida Oulad Ali, chef de service au sein de la division de l'évaluation des politiques sectorielles au ministère de l'économie et des finances. And also joining us online from Dubai is Lina Osman, Regional Head of Sustainable Finance, Middle East and Africa and Pakistan at Standard Chartered. Thank you very much. Merci beaucoup. Dear Lina, we can see you on the screen, all good. So welcome again et bienvenue à toutes et à tous. C'est assez rare en fait d'avoir un panel avec une majorité de femmes et un seul homme, n'est-ce pas? On n'a pas l'habitude, mais chez CFC, on y arrive. Ça me change. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous de nous rejoindre. Comme je l'ai dit, cette conversation sera à la fois en français et en anglais. Nous allons procéder en 3 étapes. D'accord, on va faire un premier round parce que j'aimerais beaucoup avoir votre réaction par rapport à ce qui a été présenté à l'instant, le rapport, chacun de sa propre perspective. Mais ce serait vraiment intéressant d'avoir spontanément votre réaction sur le rapport. Nous passerons ensuite un deuxième round pour explorer plus spécifiquement cette idée d'écosystème à bâtir, à construire, à renforcer plutôt que bâtir, parce qu'il est là, l'écosystème, il est existant. Maintenant, il faut faire en sorte qu'on puisse passer à la vitesse supérieure. Et puis un troisième round, mesdames et messieurs, un appel à l'action, quelque chose une action concrète à mettre en place dans les 12 prochains mois. So let's dive in. Alors, Madame Wafa Bouchouata, vous êtes chef du service changement climatique au sein du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Vous êtes donc en première ligne des politiques climatiques nationales. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'alignement entre les ambitions climatiques du Maroc et la capacité de mise en œuvre concrète, notamment en lien avec les objectifs de neutralité carbone et d'adaptation? Merci beaucoup, ravie d'être parmi vous. Et c'est un exemple donc, de partenariat que nous félicitons déjà. Donc, on se félicite tous aujourd'hui au Maroc d'avoir cette dynamique. Ça fait 20 ans. Le changement climatique faisait peur à certains. C'est un peu difficile d'embarquer les partenaires, mais aujourd'hui, ce sont nos partenaires qui sont devenus plus forts que nous, qui nous interpellent et on s'en réjouit. Vous l'avez bien dit. Alors, moi, ce qui m'a interpellée au départ aussi, c'est un visuel que vous avez mis. Alors, il y a risque, opportunité, et c'est vrai, c'est le cas du Maroc aussi, qui veut faire de ces risques, de ces impacts du changement climatique, des opportunités de développement. C'est vrai qu'on appartient à un continent très vulnérable. Les émissions du continent africain ne dépassent pas les 4% des émissions mondiales. Et pourtant, on l'a vu tout à l'heure, on ne bénéficie pas beaucoup donc du marché de carbone, comme il se doit. L'Afrique regorge de potentialités, certes. Par rapport au Maroc, nos émissions ne dépassent pas les 0,2%. Pourtant, on s'était engagé très tôt. Pourquoi? Parce qu'on a vu les opportunités qu'il y avait derrière. On savait, on est un pays qui est énergétiquement très dépendant. Donc, mieux vaut recourir aux énergies renouvelables. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter, mais ça va nous revenir à la longue moins cher par rapport parce que ça nous permet aussi de grignoter un peu sur les réductions de nos émissions qu'on peut mettre dans le marché de carbone. L'alignement entre nos ambitions et les capacités. Si on a des capacités, nous en avons un capital humain très important. On l'a compris aussi très tôt au ministère. On sait que
on ne peut opérer un développement durable ou une transition écologique qu'à travers nos secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture, de la foresterie. C'est une reconversion, c'est une nouvelle vision de nos secteurs. C'est un verdissement des secteurs. Donc, on n'est que le canal, mais tout se fait par nos partenaires nationaux. On est conscient aussi que les institutionnels, tout seuls, ne peuvent pas tout faire. C'est pour cela que, aussi, le privé a été associé très tôt. Les bras opérationnels, la société civile qui duplique les messages, qui est présente lors des conférences des partis aussi, lors des négociations, qui essaie de plaider et qui sont dans des réseaux africains parce qu'on doit s'unir pour avoir la même voix parce qu'on subit les mêmes conséquences. Donc, au ministère, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait avec nos partenaires? Donc, une gouvernance robuste. Très tôt, on a mis en place une autorité nationale désignée MDP parce qu'il y avait le protocole de Kyoto, c'est un peu le marché de carbone, ancienne version. Et on se réjouit que le Maroc ait enregistré le premier projet africain. C'était le projet de 10 MW éolien de la Farge. Donc, c'était notre secteur privé qui s'est mis à l'énergie renouvelable. Des modes de collaboration innovantes. On sait aujourd'hui que le développement durable, il coordonne, c'est vrai, c'est le point focal national, c'est le canal qui est sur le vis-à-vis national et international, vis-à-vis de la Convention. Mais on devait embarquer les finances avec nous parce que ça parle finance. C'est nos contributions nationales. Qu'est-ce qu'une contribution nationale déterminée? C'est un portefeuille. Bon, ça découle de l'accord de Paris, mais c'est un portefeuille de projets adaptation, renforcement de la résilience et atténuation que les pays soumettent à la Convention chaque 5 années et pour une période de 10 ans. Alors, ce rapport-là ou ce portefeuille, il est préparé en concertation avec les secteurs. C'est la proposition des secteurs pour justement proposer des actions inscrites dans leur stratégie, dans leur politique, qui seront financées aussi bien par le budget de l'État et donc le recours au ministère des Financements que par la contribution de privés et que par la coopération internationale. C'est vrai que les financements, ils sont là, ils sont difficiles d'accès, mais ils sont faciles pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui préparent des projets bancables sur la base, qui font attention aux critères d'éligibilité, qui font attention à une transition juste. Aujourd'hui, on parle de transition juste. Nous, on l'a fait sans qu'il soit mis en exergue et avec cet intitulé-là. Je donne l'exemple de la gestion des déchets. Au ministère, on gérait avec le ministère de l'Intérieur jusqu'à 2022 un programme de 2008 à 2022, un programme national de gestion des déchets ménagers. On est passé de décharges sauvages à des charges contrôlées, à des centres d'enfouissement et de valorisation. Les chiffonniers, par exemple, qui travaillaient dans les décharges contrôlées, ce sont ceux qui ont été convertis. C'est des coopératives aujourd'hui, ce sont des membres de coopératives qui font du tri à l'entrée de la décharge. Et c'est une sorte de transition juste, c'est-à-dire que cette transition va nous coûter cher. Mais si on la comptabilise au total et on prend en considération les coûts de l'inaction, etc., ça va nous coûter, c'est une sorte c'est une voie qui permet de créer de l'emploi vert et une dignité à nos employés. Et donc, je retourne à l'Afrique. Et c'est le dernier mot. Donc, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, très engagée dans cette. D'ailleurs, le Maroc a signé les 3 conventions de Rio suite à la participation de Sa Majesté encore prince en 92 au sommet de Rio de Janeiro. Et le ministère a été créé juste après, en 93. Ça, c'est un signal très fort. Alors, à la COP 22, donc, il y avait la création de 3 commissions climat, parce qu'on est conscient que on doit, pour l'Afrique, parce qu'on est conscient que
on doit avoir une position commune, on doit avoir un espace de collaboration commun, un espace de réflexion. Et vous avez parlé de talent, vous avez parlé de potentiel. C'est dans ces espaces-là aussi, à côté de ceux, parce qu'on est aussi membre du groupe africain de négociation, où on peut collaborer ensemble et innover pour trouver des solutions pour l'Afrique et pour être en mesure d'accompagner les engagements là où on est impliqué. La taxe carbone, on n'était pas concerté, mais l'Europe veut éviter tout échappement de carbone et donc on va subir, mais c'est une opportunité de développement pour nous. Oui, voilà. Absolument, absolument. Vous avez, merci d'insister sur cette importance de collaboration au sein même du continent africain, parce qu'effectivement, la solution, on doit la trouver nous-mêmes pour notre continent. Je reviendrai vers vous tout à l'heure par rapport aux acteurs de l'écosystème et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'il y a lieu de faire. Je vais me tourner vers vous maintenant, Madame Ouled Ali. Vous avez eu un parcours riche dans la division de l'évaluation des politiques sectorielles qui relève de la direction des études et des prévisions financières au sein du ministère de l'économie et des finances. Alors le Maroc s'est doté en 2023, en octobre 2023 précisément, d'une stratégie nationale de finances climat qui vise à structurer, accélérer la mobilisation des financements durables, à la fois publics et privés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les ambitions concrètes de cette stratégie et sur les mécanismes qu'elle met en place pour renforcer l'attractivité des projets verts concrètement? D'accord. Merci beaucoup, Madame Barnoussi. Merci à cette invitation et d'avoir impliqué le ministère des Finances dans cette discussion très importante. D'ailleurs, j'ai un clin d'œil pour le rapport parce qu'on a déjà des sensibilités par rapport à certaines questions soulevées, surtout la question des minerais critiques, parce que nous, au niveau de la direction des études et des prévisions financières, on a fait un travail en 2021 qui a fait un deep dive sur cette question de minerais critiques en Afrique. Et donc, j'ai vraiment une forte sensibilité par rapport à Vous avez été précurseur, du coup, en 2021, parce que nous, c'est que maintenant qu'on entend parler de tous ces sujets-là. Ouais, exactement. Surtout, elle est devenue de l'actualité, surtout suite aux événements et nouvelles qui ont surgi par la suite. Donc, par rapport à cette question de la stratégie, effectivement, c'est la stratégie finance-climat à l'horizon 2030. C'est une stratégie effectivement très volontariste et qui, d'ailleurs, constitue en effet un tournant majeur en matière d'engagement du secteur financier en faveur de la transition verte. D'ailleurs, il y a eu, à l'occasion de la COP22, une feuille de route du secteur financier. Et d'ailleurs, cette stratégie est venue capitaliser sur les avancées déjà réalisées suite à cette feuille de route. Donc voilà, le ministère des Finances et les autres acteurs, Banque del Maghreb, l'autorité marocaine de marché de capitaux et autres, ont élaboré une vision commune et concertée pour justement faire cet alignement du secteur financier aux priorités climatiques et de transition verte du Maroc. Il faut dire que cette stratégie a été effectuée sur la base d'un diagnostic assez pointu et pertinent. Et d'ailleurs, ce diagnostic, il a fait la part entre tout ce qui est besoin de financement, en se basant sur des données qui ont été tirées soit des rapports internationaux à l'instar du rapport de la Banque mondiale sur le développement durable du Maroc qui a été effectué en 2022 et qui ont fait émerger les besoins importants en matière de financement. Ils ont estimé aux alentours de 78 milliards de dollars d'ici 2050 pour réussir à la fois les deux volets d'adaptation et d'atténuation. Et le deuxième constat qui a été vraiment très attendu d'ailleurs, c'est le fait que le secteur public il participe à hauteur pratiquement de, je dirais, entre 75% à 80% en matière de mobilisation des financements. Et donc le secteur privé, sa part reste très limitée dans les financements réalisés dans les deux
que ce soit atténuation ou adaptation. Donc les ambitions de la stratégie, je dirais, il y a deux ambitions, si je dois me synthétiser la stratégie. C'est surtout l'ambition de positionner la finance climat comme un levier majeur pour atteindre les objectifs climatiques du Maroc, notamment ceux inscrits dans la contribution déterminée, la CDN, et dans la stratégie nationale de développement durable. La deuxième ambition, c'est surtout institutionnaliser la finance climat dans toutes les dimensions de l'investissement public et privé, tout en faisant du Maroc un acteur régional de référence en matière de transition financière verte. Donc la stratégie, quand même, elle a pu décliner un ensemble de piliers. Donc je ne sais pas si l'occasion se prête pour rappeler ces différents piliers de la stratégie. Et en annexe, elle a fait quand même un ensemble de mesures qui sont parfois des mesures très concrètes en matière d'opérationnalisation de cette stratégie. Donc, je dirais surtout la mobilisation des investissements privés à travers un ensemble d'actions, surtout le développement des instruments financiers verts et innovants, la création d'un cadre réglementaire incitatif, le renforcement des capacités des acteurs, etc. Mais les autres piliers sont également très intéressants. Peut-être j'aurai l'occasion de les expliciter davantage. On y reviendra, il y aura certainement aussi des questions dessus, et puis la stratégie aussi est disponible au public pour pouvoir la creuser. Merci beaucoup, je reviendrai vers vous aussi pour qu'on puisse poursuivre sur la question de l'écosystème. Je vais me tourner vers vous maintenant, Mehdi El Harechi. Vous êtes partenaire au sein du cabinet international McKinsey. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Merci aussi pour votre participation active au sein de la communauté CFC. Alors vous conseillez vos clients à la fois au Maroc et en Afrique aussi. Quels sont, selon vous, les freins majeurs à la mobilisation effective des financements durables dans le secteur privé? Et est-ce que vous voyez une évolution dans la manière dont les clients perçoivent les exigences ESG? Est-ce qu'il y a une maturité croissante ou est-ce que, au contraire, il y a une forme de lassitude ou de dépriorisation étant donné le contexte que nous connaissons? Merci beaucoup Manal et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de contribuer. Effectivement, je suis ravi d'avoir été toléré dans ce panel féminin. On est très heureux de vous avoir. Je le prends comme un compliment. Merci beaucoup. Merci pour la question. Effectivement, en prenant un prisme peut-être plus continental et en réaction aussi au rapport que je trouve extrêmement complet, étayé, extrêmement bien structuré. Effectivement, ma réaction, quand je la mets en perspective avec les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, c'est une réaction autour de deux mots, la complexité. Je pense que vous l'avez très bien mis en avant. Ça nécessite la plupart du temps la mobilisation d'acteurs de nature diverse. Donc il faut et les gouvernements et des institutions multilatérales et le secteur privé, tous ensemble. Donc ça fait quand même une complexité, si je peux utiliser ce terme, transactionnelle importante, donc un travail important. Et quand je le mets en perspective avec les évolutions récentes, géopolitiques et macroéconomiques, donc effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure par rapport au changement de perspective assez rapide et brutale aux États-Unis et potentiellement une réorientation de la dépense européenne vers de la construction de défense européenne dont sera probablement victime ou est déjà victime l'aide directe ou indirecte et puis par voie de conséquence les mécanismes de financement de développement international, développement durable. Effectivement, il y a entre inquiétude et lassitude. Je pense. Alors, le Maroc est un cas particulier, j'y reviendrai, mais en dehors, effectivement, dans les pays, en Afrique subsaharienne notamment, c'est déjà difficile de moderniser l'agriculture, de lancer un travail de développement industriel et de potentiellement créer un écosystème de services qui puisse
intégrer des millions de jeunes dans le marché de l'emploi, c'est déjà très difficile, avec des enjeux géopolitiques ou de sécurité dont on parle un peu moins, de l'instabilité au Sahel, des changements politiques, des transitions politiques, des coups d'État, etc. Tout ça est très complexe, avec des équilibres aussi de balance commerciale ou de finances publiques qui sont compliqués. Donc effectivement, quand il y a des changements aussi importants des équilibres, disons, macroéconomiques internationaux, notamment sur ce sujet-là, disons que, si je le dis simplement, ça aide pas. Maroc, effectivement, il y a beaucoup plus d'enthousiasme, mais c'est un cas particulier. Parce qu'il y a une vision, il y a quelque chose qui est lancé depuis un élan qui est lancé depuis, comme vous l'avez dit, peut-être 2 décennies. Et puis aussi structurellement, parce que le Maroc n'a pas le choix. Le Maroc, c'est un des pays où on a une combinaison avec laquelle il faut travailler, qui est un stress hydrique extrêmement important et l'absence de ressources fossiles. Et donc, quand il faut dessaler, il faut dessaler avec un coût énergétique qui est important. Et ça ne marche que si on investit en avance sur du renouvelable, avec le bon mix, et qu'on est patient, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, on n'a pas le choix. Après, en fonction des évolutions des conjonctures internationales, il y a un certain nombre de potentialités, d'opportunités, d'externalités positives à créer. Et c'est là où, effectivement, dans ce moment d'incertitude, en fait, si on revient à des choses très basiques, en gros, de quoi on a besoin dans la finance verte. Et je suis très orienté décarbonisation pour pouvoir réaliser les objectifs ou en tout cas réaliser les objectifs, disons, des accords de Paris. On a besoin, dans ce moment d'incertitude, de confiance. On a besoin d'un marché. Et un marché a besoin de confiance. Il y a une demande, elle existe. Il y a une offre, elle existe. C'est complexe à mettre ensemble et on a besoin de confiance. Donc, dans un endroit où on n'a pas le choix, qui est le Maroc, peut-être qu'effectivement, il y a plus qu'ailleurs des opportunités pour pouvoir créer cet environnement de confiance autour d'un écosystème, autour d'acteurs qui savent travailler, qui savent structurer, qui savent, etc., pour pouvoir capturer ces opportunités, avoir une lueur d'espoir dans ce grand moment d'incertitude. Merci beaucoup Mehdi. Donc un mélange d'inquiétude, de lassitude et de réalité, parce qu'on n'a pas le choix en fait, on n'a pas d'autre alternative. Dans le deuxième tour, on va vraiment aussi essayer de réfléchir ensemble, avec cet état de fait, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, comment est-ce qu'on va se mobiliser pour dépasser ces constats-là? Alors, let's turn to you now, Lina. Lina joining us from Dubai. Hello again, and thank you so much for connecting. You are working closely on structuring sustainable finance products and also on advising clients across diverse sectors. What's your assessment of Africa's current readiness to meet investor expectations on ESG commitments? And how are you seeing African clients adapt their strategies to stay eligible to sustainable finance? Well, first of all, thank you for having me on this, and I'm very sorry for not being able to join you in person today. But I hope that I'll be able to join you in future sessions. Well, first of all, look, I think from the perspective, and I really appreciate some of the questions that were raised around the kind of geopolitical concerns and challenges that are hitting us. But, I stand here today and I can tell you very well that, the activity that we are still seeing across the continent and even outside has been quite consistent. And if anything, it has been increasing over time. This has not only, created some opportunities, but has actually given us the ideas and has led to some innovation around different kind of financing structures that we could put in place.
In terms of the continent's readiness, I think there are challenges, but I think that there are a lot of opportunities. And I think that there is quite a lot of collaboration that's happening across different markets, different industries within markets as well, to be able to come up with ideas around how you overcome these challenges. One of the things that we do at Standard Chartered Bank is, and where I sit within the bank, within the sustainable finance division, is we try to look at financing for these sustainable projects, for that sustainable development to continue in a very just way, meaning we want to ensure that there is a continued economic growth and diversification and opportunities to continue to be available to the communities and to the countries where we operate in, while at the same time looking at how we can help them leapfrog or move into more efficient ways of doing business. And I think that's something that's already being looked at as an opportunity. And I heard someone earlier either in the presentations or on the panel speak about the value creation, the opportunities, but also how you mitigate the risks. So both value creation and value protection. And I think that's helping quite a lot with putting projects in place and seeing the value of putting these projects in place. So going back to what we do at Standard Chartered is we have to look at this market, and we do look at this market from a slightly different lens, rather than just kind of applying the conventional methods of financing and doing business. We try to identify newer solutions that will overcome the particular challenges within the continent. So, for example, earlier on we spoke about how Africa stands to take a lot of the brunt on the pricing, where risk is perceived to be higher than other parts of the world. So how do we ensure that we use actually sustainability and sustainable capital that is looking for sustainable assets to be put in place? In order to create blended finance opportunities, potentially, in order to assist with feasibility studies and that kind of bankability at the feasibility stage, and technical support, and at that stage to identify how do you structure a lot of these projects from the start in order for you to be able to attract both investor and lender confidence into these projects. So there is, to kind of summarize, I think, Manal, from my perspective, I see a lot of opportunities. I see that there is a lot of readiness, but there are definitely some challenges. But I also think that Africa has a great opportunity. I mean, we spoke about the carbon markets. That's another thing that is an opportunity for Africa to tap into. But yeah, lots of interesting things happening in the continent. The readiness is definitely there. The capacity is definitely there. The projects are definitely there. It's just basically how do we put it together and how do we take it to market, and at what stage? Thank you very much. Thank you very much, Lina, for sharing your perspective with us. And I'll definitely come back to you regarding the carbon markets. I'd like to dig deeper into that aspect in the second round. Molly, we're wrapping up this first round of questions with you because you're very much part of this conversation. And so I want to have your overall perspective on this. So you are Director of Strategy at Africa 50, which is a Pan-African infrastructure investment platform established by the African governments and the African Development Bank to accelerate developing and financing on infrastructure projects across the continent. Now, how is Africa 50 adapting its investment strategy in response to this shifting global context? And what is your overall reaction to everything that just has been said? Okay, well, it's a pleasure to be here. Thank you so much, Manal, for inviting Africa 50 to be part of this very important conversation, in addition to being a partner with the Casablanca Finance City Authority, and also having our esteemed shareholders here beside me. So always an opportunity to say thank you for, if you had not believed in the idea of a vehicle investing in infrastructure to close the gap, we wouldn't be here today doing the things that we're doing, investing across 25 projects in 28 countries in renewable energy, in transport, ICT, healthcare, education. So first, a big thank you, and we're very proud to have you as our shareholder. Now, to answer the question of, thank you for the introduction, Africa 50, by the way, we tend to believe that we play a home game
on a global scale. So we've been actually very much able to see from different global partners the impact of the changing recent climate funding and the change in resources. And I think I will say I agree with Lena and I agree with yourselves and the people who are here. It's both. So yes, there have been the changes and reductions in assistance, particularly from the US, to reduce the impact of financing for us. In fact, there's some estimates that say that that decline just from the US could actually reduce Africa as a whole's GDP by about $5 billion by 2030, which is actually a lot. But that being said, this actually brings to the fore a very important opportunity. Can we just stop on that a moment? I want to make sure that we all capture that. But with the aid of the US, can you say it again for us? Sure. So the projected decline in Yes. US development assistance, I'm not even talking about Europe or anything else, that could reduce Africa's GDP, the continent, by nearly $5 billion. That is huge. By 2030. Yeah. But that also raises an important view. Let's not call ourselves chop liver either. African institutional investors, the sovereign wealth funds and those of the world, have actually invested about $2 trillion, which could actually significantly help towards meeting this gap. From an infrastructure perspective, though, only a small amount, maybe 0.3%, is actually dedicated to infrastructure because of regulation issues, and also trying to find the right vehicle to have enough confidence to put that type of infrastructure in. So what we have actually found are, I say, two things. The first is that it is Africa's time, even though it's a turbulent one, that we need to be able to spearhead our own strategies. You've heard examples of countries taking steps even before this happened to bring that to the fore, and Africa 50 is doing its part to to actually contribute to this solution, if you may. So you probably haven't heard of the Infrastructure Acceleration Fund before, but what that is a fund that Africa 50 itself has invested in and sponsored to have infrastructure on the ground, just like many others that you've heard. What is interesting about this fund, though, is that its shareholders are 20 African institutions and 2 international ones, a family office in Europe and the International Finance Corporation. Usually, you hear it in the other way around, people going international and then African. But we firmly believe, and we started participating, that we need to lead with Africa's domestic capital, to be able to mobilize and implant that into the continent, to be able to continue doing what we're doing in terms of investing in infrastructure. The other thing, do you want to? Okay. The other thing that we're doing is, apart from what was our core, developing projects sometimes from scratch to bankability and investing and bringing project finance in infrastructure in the continent, we're tweaking our strategy a little bit. We're focusing on areas that have been underfunded and using that to create lots of potential for investors to come in and to see that there are assets and areas for people to invest in. What are some of those areas, for example? Like for us really to understand and to capture, what are some of the underfunded areas that you started investing in because you believe it's worth moving the needle? Absolutely. So the first is transmission. So generation is absolutely important. We still need it. There's still 600 million who are without electricity, and there's different forays, be it with grid or off grid, to do so. But once you generate that electricity, how do you get it to people? You need to be able to have transmission, particularly transmission just funneling green power, to be able to get that over. So Africa 50 actually is working with the Kenyan government to create its first PPP in transmission, and it'll be the first on the continent. And we think we're actually very close, actually. So fingers crossed, hopefully by the end of mid-next year, we should just say that we've done the first IPT. And that should actually bring opportunities for more of those across the continent, to show that assets that have that capability doesn't need to be held on and burdened by the public sector. The private sector can help with that. And then that can give governments more opportunity to be able to put investments in infrastructure into their own thing. Second idea before. Oh, okay. So the second one is something that I think governments really will like, and that is something that we like to call asset recycling. To make it simple, it's basically giving governments a viable method to reinvest proceeds from mature assets
the assets that work, the assets that are providing services, capital. But giving it to private sector to run, to manage. And we give the government's money for that because the assets are valuable. And they take that money to invest in new infrastructure. The importance of this, though, is that they do not incur additional sovereign debt. So being able to not have debt, get new infrastructure to invest, while actually having credible private partners to run that infrastructure for you, it is a win-win-win. And it's something that we've already started to do in Gambia and Senegal, the Senegambia Bridge. We're looking in Togo in roads and transports. It doesn't just have to be energy. And we can replicate this across different countries, across different sectors, to make it more viable for Africa. It's really amazing to hear all the initiatives that are going on in Africa 50. Now, the reality is really we need Africa 50 times 1,000, right? And we need to scale and to accelerate. But really, when we say Africa needs to believe in Africa, this, for me, is us working on the ground and making it happen. Thank you so much. Alors, merci vraiment à tous pour votre éclairage. Avant de poursuivre la conversation, j'aimerais revenir dans ce deuxième round sur un point clé qui a été cité dans le rapport donc, de CFC Africa Insights, qui est la nécessité d'un écosystème cohérent, un écosystème dynamique, capable de canaliser ces financements-là vers des projets à fort impact. Et donc, j'aimerais bien que dans ce deuxième round, on explore ensemble comment concrètement aider à ce que cet écosystème puisse jouer un peu plus son rôle et quels sont les différents rôles pour les différents acteurs et les conditions pour une collaboration réussie. Et je vais revenir vers vous, Rachida Oulada Ali. Donc je sais que de nombreuses réformes ont été engagées au niveau du ministère, avec des avancées en termes de taxonomie verte, la commande publique ou la stratégie finance-climat, on l'a cité tout à l'heure. Selon vous, est-ce que ces initiatives contribuent réellement à renforcer l'écosystème de financement durable? Et à votre avis, quelles sont aujourd'hui les principales conditions à réunir pour que cet écosystème devienne plus cohérent, plus dynamique et qu'il puisse réellement faire avancer le sujet? Merci pour la question. Je dois saluer les propos de Madame, surtout par rapport à la question de la mobilisation des acteurs africains. Et c'est vraiment pertinent et intéressant. Et c'est une fierté d'avoir la domiciliation d'Africa 50 au sein de Casablanca Finance City et au Maroc aussi. Donc, exactement. Je salue cet effort que vous êtes en train de faire. Donc, par rapport à l'opérationnalisation de l'écosystème, je pense que le ministère des Finances il est en train de prendre les rênes d'une mutation importante au sein du système financier, surtout de mettre les jalons et les bases pour justement opérationnaliser cet écosystème, parce qu'on sait très bien que l'investissement public, c'est la locomotive en quelque sorte de la finance climatique au Maroc. Et c'est pour ça que je dois rappeler les avancées et les efforts réalisés par le ministère en matière justement de jeter les bases de cette opérationnalisation. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des avancées en matière justement de tout ce qui est taxonomie, tout ce qui est très intéressant à mon sens. C'est surtout la question de la politique actionnariale de l'État qui vient d'être dévoilée, adoptée en janvier 2025. Et à mon sens, ça représente un tournant majeur en matière d'orientation du secteur public vers une sorte de verdissement déjà du portefeuille public, parce qu'on sait très bien que cette politique actionnariale, elle a adopté plusieurs orientations, et surtout l'orientation qui stipule que l'investissement public devrait être en harmonie avec le développement durable. Et donc on sait très bien que cette politique actionnariale devrait exercer un effet de levier sur les autres acteurs, surtout les acteurs privés. On sait très bien le poids de la commande publique, donc, et surtout qui émane des entreprises publiques. Et on sait très bien qu'il y a des entreprises publiques qui sont vraiment en avance par rapport aux autres. Et donc le fait de créer l'Agence nationale de gestion stratégique, c'est un message clair et inspirant pour le secteur privé, comme quoi l'État il est là en train de mettre les bases pour opérationner cet écosystème
On sait très bien que les entreprises publiques marchandes auparavant étaient sous la tutelle des ministères sectoriels. Maintenant, elles sont sous la tutelle de l'agent qui est à son tour sous la tutelle du ministère des Finances. Et donc déjà pour moi, c'est un message très très fort qu'il faudrait accélérer. Et d'ailleurs, vous avez posé la question comment passer à l'échelle en matière de finances durables. Donc l'enjeu majeur pour moi, c'est le passage de la stratégie à l'opérationnalisation. Comment? C'est en activant les bons leviers auprès du secteur privé et en créant un environnement propice à la massification des projets verts, à commencer à mon sens par une gestion de l'investissement public sensible au climat. Tout au long de la chaîne de valeur de la planification jusqu'à l'évaluation ex post. On a malheureusement jusqu'à présent on peine à intégrer les risques climatiques en amont de l'investissement public. C'est quelque chose qui vient plus tard, en aval. On essaie de raccrocher les wagons plutôt que d'intégrer la réflexion en amont. En amont, exactement. Donc, on devrait travailler sur ça, c'est-à-dire la planification de l'investissement public en intégrant les risques climatiques et les enjeux environnementaux. Et comme ça, on devrait en principe donner plus de visibilité, même pour les opérateurs privés, parce que finalement, l'investissement public jusqu'à présent, il exerce un effet levier sur le secteur privé. Absolument. Là, c'est une proposition concrète qui pourrait aider à dynamiser effectivement l'écosystème. Merci beaucoup, Madame Maoulad Ali, pour ce partage. Alors, Mehdi, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous parliez de l'exception Maroc et aussi de l'opportunité pour le Maroc de se positionner comme pôle régional. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que Casablanca Finance City joue ce rôle-là? I'm putting you under the spotlight. Et comment est-ce qu'on pourrait structurer un écosystème africain du financement durable malgré les disparités géographiques que vous évoquiez tout à l'heure et que vous avez soulevées? Merci. Mais effectivement, la question est difficile parce que CFC fait déjà beaucoup. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement ce dont il y a besoin en revenant à des choses très très simples. Il faut de la confiance et il faut de l'imagination. C'est ça la réponse à l'inquiétude et la complexité dont j'ai parlé. Africa 50 est un très bon exemple de ça. Les deals à structurer sont complexes et donc il faut de l'imagination. Et pour avoir de l'imagination et de la créativité, il faut avoir un écosystème qui marche. Il faut pouvoir mettre autour de la table les acteurs dont le rapport a parlé et également les techniciens. Il faut pouvoir être un rassembleur à un moment où le monde se divise. Donc je pense que c'est ce qu'essaye de faire CFC, très opérationnellement, en faisant en sorte que dans toutes les verticales, dans tous les segments, les grands acteurs et les petits acteurs soient représentés et un environnement où ils peuvent travailler et puis où ils peuvent se rencontrer et faire et avoir de l'imagination. Et puis il faut également beaucoup de créativité, beaucoup de travail, et puis surtout la confiance. Je pense que là où on peut aller plus loin en tant qu'exception marocaine qui croit vraiment, c'est sur le fait de créer de la mesure qui est crédible pour tout le monde, pour les efforts de décarbonisation, qu'elles soient voulues ou supportées par des marchés développés, européens, américains. Il y a peut-être cette notion de croire que de pouvoir croire dans les marchés carbone, par exemple, qui a été signé l'année dernière, le fait de le crédibiliser, le fait d'avoir de la mesure, le fait d'avoir un certain nombre d'acteurs, que ce soit les financeurs, les banques
ou les acteurs industriels qui sont en fait crédibles, pas seulement dans leurs engagements, mais en fait dans leur réalisation. Je pense qu'avec ça, si on a cette combinaison-là de confiance et de créativité, à ce moment-là, peut-être on aura réussi à créer un safe island ici pour pouvoir avancer plus vite, et quel que soit le niveau d'incertitude partout dans le monde. Merci beaucoup, Mehdi. Encore une fois, la confiance, crédibiliser. Vous m'offrez une très bonne transition là sur les marchés carbone, and I will turn to you now, Lina, about this. You know, the report highlights the importance of developing carbon markets as a lever for sustainable finance. And as you may know, CFC is actively working with the CDG on this front. How do you see carbon markets evolving on the continent, and what would it take for them to become a reliable and scalable source of finance for African-led projects? Look, I think it's a very interesting question, and carbon markets is a topic that is very dear to my heart, but also to the bank, where we have been doing quite a lot of work in that space. We have invested in resources. We have invested in time and effort into that market generally. So we operate in the compliance market, and that's separate. But in the voluntary carbon market, we do a lot of work on with the scaling voluntary carbon markets and the TCVCM. We have been working quite closely on building the core carbon principles on that with that committee, and looking at different ways to identify solutions. So some of the things that we have been seeing is we have been seeing quite a lot of activity in terms of projects that are coming into development and are looking and are either at different stages, basically. Projects that have started with project development, projects that have been producing credits already and have the credentials and the verifications in place for them to be able to sell into the market, and projects that are much more advanced and already have their own kind of even LOAs in place with other countries and are able to benefit from Article 6.4, which was also mentioned earlier on. Now, the main thing to look at here is that when it comes to a lot of these projects, there are still a lot of projects in the development phase. So a lot of work needs to be done to bring those to a level of maturity that allows them to then be marketed and exposed to potential buyers. There are a lot of these projects that are happening at the moment. I think that the carbon markets has come a long way. Having said that, there is still a long way to go. We need to ensure that the right credibilities and transparency and accreditations and verifications are in place. And I think that goes to the work that we have been doing with the task force for scaling voluntary carbon markets, and looking at how you embed those core carbon principles and ensure that they are in place in order for you to then be able to take your project on a roadshow and essentially speak to potential buyers across the world, not just concentrated within the country where you are producing those credits. So it has definitely come a long way. Some of the things that we are doing has been to support clients with identifying potential buyers, and that has been taken into consideration as a very good opportunity. There has been quite a lot of interest from buyers into that market. We have even been seeing a lot of transactions happening across borders. So we've seen transactions happening between Ghana and Switzerland, for example. And those are some of the examples whereby they have created the blueprint for us to be able to scale up. Importantly, and a very important factor when it comes to the carbon markets,
is financing, and how you put in place financing for these project developers. Typically, they are small individuals, small and medium enterprises. They are smallholder farmers, for example. They are the small cook stove companies as well that are trying to use the carbon markets as a way to subsidize and reach rural communities and provide them with the benefit that they're looking for from a more sustainable way of doing things. So the financing angle is something that we have been working very closely on and trying to identify how we could potentially plug the gap or try to find a solution for the credit or the appetite or the pricing or what have you. So we have managed to pilot some projects where we have provided financing against carbon credits. Typically, this is where you have offtake agreements in place, and that's where we're starting because that's where the market is at the moment. In order for us to be able to scale that, we've piloted some projects there. We have seen success. We're piloting others now, and we're scaling up the ones that we have piloted. And we're seeing appetite. We're seeing appetite not just from lenders, we're seeing appetite also from investors, where there could be potentially an opportunity to support the growth of that market and help build at the same time, the policy, the regulation around transparency and principles that need to be in place in order to continue to attract that capital into those markets. Thank you very much, Lina. Thank you for sharing with us that perspective. Moving on to you now, Molly. What do you think is missing from the ecosystem today to unlock more private capital into sustainable infrastructure on the continent? Do you believe there are some mechanisms that need to be pushed more aggressively? Yes, so if I were to put things into 3 points very quickly, but I won't be quick. It is de-risking mechanisms, like you've mentioned. Collaboration, it's a term that I've heard often, and it's actually true. We need to have more collaboration with like-minded institutions. And then a third that you probably haven't heard yet, developers. Let me go into some examples of that and explain what I mean. So starting with the de-risking perspective, it's like Lina said, there are still some institutions who are still interested in participating with African institutions to basically invest more infrastructure and grow that. So Africa 50 is actually co-developing a distributed renewable energy platform with some names that you probably know. SE for All, Sustainable Energy for All, as you probably heard of that. International Solar Alliance, a global entity based in India that's actually working across the continent to grow the number of small and medium enterprises for solar infrastructure. And also a local African, I wouldn't say the local, they're actually quite good, NSIA, the Nigerian Sovereign Investment Authority. Combined of us four, we're actually looking to put together a blended finance structure that is going to unlock large and institutional investments into distributed renewable energy, which is something that is ambitious, but we're confident we can do that. Why? Because of the people who we have and the collaboration and the different advantages that each party brings. So whether it is convening power, or its infrastructure and capital mobilization, to the track record that we have. They're reaching out to the DFIs, the local financiers, the governments, to bring all of these partners into alignment to be able to create and achieve the different projects and large-scale assets that we can take to the carbon markets later, as an example. Now, going into the developer part, we believe that there is actually very small building blocks that need to be present for a market to grow. Many people call them SMEs, but in the infrastructure perspective, it's developers. Your companies or even people that have 1 or 2 projects that they want to sort of grow. They've been working on it for years. They've put their money into it, their sweat, their blood. But because they do not have enough of human resources, they don't have enough expertise on how to structure things, they don't know how to weave their way through different markets of the government, they encounter resistance. So we have, actually, I wouldn't say we, but we have actually decided to try and tackle that on several fronts with something called the Alliance for Green Infrastructure in Africa. Some may pronounce it as AGIA or AGIA, but it's fine.
But the important thing about it is that we're looking to raise $500 million in funding for project development only, which is actually very different from your usual project finance, and use that to capitalize up to $10 billion in green infrastructure. Now, where it gets even more interesting is that we're going to allocate that into different thirds to focus on growing the ecosystem. The first third is on Africa 50 and AGIA collaborating to develop infrastructure in green sectors. The second is to identify these developers, bring them on board, and capacitate them. Capacitate their projects in terms of seeing what is needed from a financial perspective, that's where AGIA comes in, and capacitating the developer itself. What kind of team does it need? What kind of structuring is sort of needed to develop? What are the different ways that we can sort of work with them to bring them up to speed and to make them more capable of doing more projects? That is the key that is sort of missing, that you need to multiply thousandfold to be able to do so. And AGIA is hopefully one of the first of many steps and many counterparties to bring as many of these developers into possible, to bring them up to snuff and expand and scale them. The third part, which is the third, is actually taking the capital that we're able to raise and reaching out to large global and African developers. Those who have a portfolio of different projects but need to have that little bit of risk mitigation to scale that, we are giving money to them too. So we're literally putting our money where our mouth is to target collaboration, use de-risking instruments, and growing developers to be able to meet that ecosystem that we desperately need. Absolutely, thank you so much. Growing developers, that's where our focus needs to be right now. Thank you. Molly, Bouchouata, je reviens vers vous pour qu'on puisse clôturer ce deuxième tour de table avant de réfléchir ensemble à des solutions concrètes. Alors on parle souvent d'écosystème, de la finance durable, mais celui-ci ne peut réellement fonctionner sans une base réglementaire et stratégique qui soit claire, côté climat en tout cas. Quels sont selon vous les éléments clés à renforcer pour que les politiques climatiques puissent réellement soutenir et non freiner, si je puis m'exprimer ainsi, l'investissement durable? Très bien. C'est un peu difficile de parler après une institution qui va droit au but. Nous, les institutions gouvernementales, c'est un peu difficile. On contourne un peu, on ramène les gens vers nous pour pouvoir donc collaborer. Très bien. Alors rapidement, un écosystème durable prospère requiert un cadre réglementaire fort, une bonne gouvernance et des réalisations sur le terrain. Les gens doivent percevoir ce qu'on fait, sinon ils ne vont pas croire. Et c'est la confiance dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour une prise en compte du climat dans les décisions d'investissement, le gouvernement marocain a mis en place une stratégie nationale développement durable déjà, stratégie mère, et puis l'obligation de l'accord de Paris, c'était une stratégie nationale bas carbone long terme. Le Maroc a réalisé la première qualitative en 2021. C'était un exercice de collaboration entre les différentes institutions qui nous a permis de préparer la stratégie bas carbone long terme quantitative en 2024 qui a été co-construite par les secteurs avec 6 plans sectoriels de décarbonation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une stratégie bas carbone, oui, mais avec des feuilles de route par secteur. Alors, la stratégie est là. Maintenant, vous l'avez bien dit, il faut qu'il y ait de ce matchmaking. Il faut qu'il y ait des personnes intéressées pour investir à côté, bien sûr, l'investissement national. On l'a bien entendu, 70%, mais on veut que le privé, notre privé, soit mobilisé davantage. On veut des entités comme l'initiative que vous venez donc la convention que vous avez signée et pour laquelle on vous félicite. Alors, un cadre réglementaire très clair. Nous avons déjà un cadre très honorable et une loi climat qui est en cours de finalisation et qui sera concertée avec les partenaires. Nous avons un framework. Tout ça, ça va pour l'accord de l'article 6, on parle des projets de mitigation. Donc, on a un cadre déjà qui se finalise, mais qui est déjà plus ou moins prêt pour justement attirer les investisseurs et les financeurs internationaux. Il faut aussi donc clarifier et renforcer le cadre de gouvernance,
Aussi, on a une commission nationale changement climatique, diversité biologique qui fonctionne avec 2 sous-commissions et la sous-commission climat avec des groupes de travail, atténuation, adaptation, financement et négociation. Et donc un cadre, ça donne la crédibilité au pays. Alors l'intégration des objectifs climatiques dans les politiques budgétaires, ma collègue du MEF en a déjà parlé, donc une taxe carbone, de la fiscalité qui se prépare en douceur pour justement réinjecter cet argent dans les réformes requises pour être prêt à cette compétition internationale pour la mitigation. Et puis après, un dialogue. On ne peut pas travailler tout seul, il faut engager un dialogue et avec le privé, lui montrer l'intérêt. Vous avez parlé tout à l'heure de win-win. Alors, la société civile, avec la recherche scientifique, et tout se base sur les données. Alors, disposer d'une base de données et donc une plateforme MRV qui assure le reporting, la transparence totale. Je partage avec vous aussi que pour cette CDN 3.0, nous avons été consultés et nous avons impliqué avec nous l'OIT, donc il y aura un dialogue bientôt pour justement veiller à cette transition qui doit être juste et inclusive. On implique avec nous aussi les jeunes. Il y a une semaine, donc 100 jeunes ont été concertés, ce sont des collégiens, lycéens, c'est une première, et 600 questionnaires. Tout le travail a été donc supervisé par la Fondation Mohamed VI pour l'environnement qui fait un excellent travail en matière d'éducation, en matière de mobilisation. Et je rappelle aussi que le processus de préparation de la stratégie nationale bas carbone nous a permis d'approcher les assureurs, les banquiers, tous les acteurs clés pour combiner entre réglementation claire, incitation économique, transparence et la confiance dont plusieurs ont parlé. Donc, et on veut faire de la politique climatique, donc un moteur de la transition inclusive. Le processus de la CDN 3.0 est en cours, mais c'est un processus très constructif et nous serons fiers de notre CDN parce qu'elle sera exemplaire et elle va attirer des financements. Et c'est le plus important, aussi bien de notre secteur privé que des financements à travers la coopération internationale et à travers les mémorandums d'entente que le Maroc a signés avec Singapour, avec la Norvège, avec la Suisse, etc. Et des projets sont déjà dans le pipe avant que ce cadre réglementaire de l'article 6 ne soit finalisé. Faire de la politique climatique une stratégie de transition inclusive. Ça, c'est une vision qui est claire. Merci beaucoup de nous l'avoir partagée. Alors, I want to check in the room. How are we feeling in the room? I want to make sure that we keep the energy right in the room. So I'm going to jump out of script a little bit and engage with you because, again, on veut vraiment faire en sorte que ce soit un moment interactif. Je sais qu'il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Curieuse de savoir s'il y a des réactions à ce stade. Peut-être aussi, vous, de votre côté, des projets que vous avez expérimentés, qui vous semblent importants, des initiatives, des feedbacks. Prenons des réactions and then we will wrap up the panel together with a final round of questions, all right? So, yes, first question here. Please, Lamia. Merci, Manel. And thank you so much for your insights. Je vais rebondir en français parce que l'intervention, c'était celle de Mehdi, par rapport à une question que tu as posée sur mais qu'est-ce que fait CFC, comment elle peut devenir une place financière verte. Et Mehdi, tu disais, c'est vrai que CFC essaye de faire beaucoup de choses. Je voudrais juste dire que c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on fait, vraiment. Et j'aimerais vous rassurer par rapport à ça, parce qu'on a déjà un écosystème, comme je disais, avec un certain nombre d'acteurs verts, y compris des acteurs carbone qui aujourd'hui sont en train de massifier l'écosystème. Les acteurs, il y a bien sûr Africa 50, mais il y a, comme j'avais dit, Infraco Africa, tous les cabinets d'avocats qui travaillent aussi beaucoup dans les énergies renouvelables, à la fois au Maroc et en Afrique. Si on n'était pas déjà positionné en tant que place financière verte, je pense que nous n'aurions pas, enfin, les Nations Unies ne nous auraient pas donné en fait la présidence de ce réseau international qui a été fondé par la présidence du G7 à l'époque.
et on a pris la présidence quand même pendant 4 ans. Je voulais aussi dire que, toujours dans ce positionnement-là, nous avons participé pleinement à la feuille de route finance verte au moment de la COP22 sous l'égide de Nizar Baraka, qui présidait à l'époque le comité stratégique ou scientifique de la COP. Et à ce moment-là, c'était Banque al-Maghrib qui coordonnait en fait les travaux de cette feuille de route. Et enfin, last but not least, aujourd'hui, il y a un indice qui s'appelle le Global Green Finance Index, qui est donc l'indice qui classe les centres financiers dans le monde. Et Casablanca est classé premier centre financier en Afrique au niveau de la finance verte. Voilà. Merci beaucoup, Lamia, pour ces rappels importants. C'est effectivement une fierté de voir qu'il y a des actions concrètes. En même temps, sur le terrain, on ne peut pas s'empêcher de se dire d'où vient ce disconnect alors? Il y a tellement de choses qui sont faites et des actions concrètes, et en même temps, nous n'avons pas suffisamment de flux financiers qui arrivent. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et j'aimerais vraiment avoir votre perspective par rapport à ça. On va remettre le micro à madame, juste là, en 4e rangée, s'il vous plaît. Hi. Hello, it's Cynthia Al-Asmar, Standard Chartered Bank. I'm going to go in English because it includes Lina too. I think, and listening to everybody, not just to our own Lina, it's about awareness. There is not enough awareness. I mean, some people still don't believe there is a problem, there is an issue. If you listen, I'm not talking about the people who are involved. I'm talking about Monsieur Tout le Monde. They don't know that exists. And I believe it's all about awareness and the urgency. I'm not saying go out and panic everybody, but they still don't understand that there is actually an urgency to look after that problem and to look at it properly. There is a disconnect. I mean, all I've heard from the ladies and the gentlemen, including Lina, it's a disconnect between the real world and the people who are actually working and doing something about sustainability. Lina mentioned something very important. It's about the roadshows. Molly mentioned about the developers, and the lady also mentioned from the ministry about teaching the young generation. I think it's wonderful that 100 young person came, but actually the young generation is more aware than we are. My children are a lot more aware about climate than I am myself, and I think it's time to educate the middle and the high who are actually now in power and who can do something. I mean, the gentleman mentioned that the #1 country doesn't believe in sustainability, so what do you expect? So that's my point. It's about awareness. Thank you so much for raising that point, Cynthia. Very important indeed, raising awareness, and hopefully events like these, reports, publications will help in closing that gap. I see hands here, please, and another one, 2 more there. Fantastic. Please keep it coming. Thank you very much. My question is addressed to Lina, and I'm talking from financial perspective. So it's well known that sustainable companies exhibit a stable volatility compared to the ordinary companies because of the engagements of governments to protect the environment and the high demand of society to adopt sustainable practice. So this assessment of volatility is based on classical statistical model, but when using a sophisticated model such as, for example, long short-term memories or gated recurrent units, which is an artificial neural networks, we found that these assumptions not hold true. We can find, for example, well-ranked sustainable companies has a high volatility compared to another one which not well ranked but with a low volatility. So my question is, how can make these well-ranked companies achieve its true volatility to obtain more confidence from investors? And thank you. Thank you very much. Lina, that question was for you. We'll give you a couple of minutes to think about it and take more questions from the room. I want to make sure that we take these 2 questions here on this side. Kindly introduce yourselves. Again, we want to take this opportunity to get to know ourselves a little bit more. Donc, il y avait, dans la 2e rangée, il y avait 2 mains qui étaient levées, s'il vous plaît. Par là, juste là, 2e rangée. Ah, pardon, allez-y, monsieur. Je ne vous voyais pas avec le spot. Ah, d'accord. La lumière dans les yeux. Allez-y, je vous en prie. Okay, so Mohamed Alawi, I work actually, we're providing technical assistance. This is Africa Climate Solutions
for the climate finance. We've been working with different international financial institutions actually in Morocco. So I'm gonna talk from the other side. That financing actually, the problem is it's not mobilizing the financing. Actually, the problem, if you see, for example, the CGM guide for decarbonization, you're gonna see that in Morocco we have like at least 20 different financial products. Here I'm not talking about green finance, I'm talking about climate finance. It's even more precise. The problem right now that we have, that we see more and more, is for example, we see that in Morocco we have many banks right now, they went to the hurdle to get, for example, accredited to the Green Climate Fund. Right now they cannot have any project. Why? Because once we do the hurdle, we work toward climate finance, we have some obstacles. For example, right now, any project related to renewable energy cannot benefit from any climate finance. Climate fund. It cannot benefit from carbon credits. We've been working with ministry actually for the last 2 years, and then there is like hurdles because we're talking about Morocco right now, most of the NDC, most of the emissions reductions in 2030 is going to be from energy, from renewable energy. But right now, renewable energy, we cannot benefit from any carbon credits. If we go to the voluntary markets or 6.2, we cannot. Now, they're talking about 6.4. So in Morocco, we don't have any cooking stove. We don't have any forests. So what countries like Morocco, Tunisia, and Algeria, what they can do? The problem that I see here is it's not to mobilize the financing, but to have visibility. Visibility in next 10 years. Actually, in Morocco, we have the SNBC, actually. We have the NDC right now at the 2035, but we don't have any visibility. Those financial institutions, once we get there, then they put some more barriers. And then, the scapegoat here in the world is Africa. Absolutely. Thank you very much. It's really important for us also to hear your feedback from the ground. So I think that has been well noted, and I'm sure we're going to have some reactions from the ministries. All right. Should we take a couple more, then we'll get your reactions? Second row, please. La deuxième rangée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hello again, and thank you very much to our esteemed panelists. Very, very inspiring insights. But I would say more inspiring if you had some examples of companies. Those companies you're talking about, Molly, that are the developers. It would be great to actually go down from the strategic level down to some operational inspiration stories. And I'd like to just take another hat, or put on another hat, which is the tech sector. I'm a member of the board of APB, which is the Federation of Technology Information, Telecom and Offshoring in Morocco, and we've just set up, we're in the process of setting up what we call the SME Tech Companies label in Morocco. And I'll throw a challenge at all of you esteemed panelists, which is that some experts actually say that all the solutions are already out there to reverse, or at least limit the damages of climate change. The challenge is that the money and first of all, the political will globally, and the money is not channeled correctly to the right projects to actually enable them to scale up. And I'd like to say that I believe that technology is actually the right, or at least one of the levers to get to that scalability that's required in order to work together in an inspiring way, and with trust, of course, which is, here in Morocco, it's an open discussion to have, but we don't really trust Moroccan brands in bringing the right technology solutions. Yet when we go overseas with some of those solutions, or maybe on the African continent, sometimes Europeans actually have a better eye for those. And I'd like to also think about how we could find some solutions in terms of having a real trust factor as one of the starting blocks. Thank you very much. Thank you for your question, and I assume you yourself are a developer. You're developing tech solutions here in Morocco. That's your perspective, entre autres.
Some of it. Okay, thank you so much. Appreciate that. Okay, last question there, and then we'll pick your Hello, everybody. responses. My name is Saad Belda, and thank you for putting this event all together. So today, my current line of business is really sitting at the intersection of the Middle East and Africa, but trying to create some cross-border business opportunities. And it's true that in Africa, we all say that we need to have a collective attitude in order to improve performance across all the sectors. However, what I'd like to say today is maybe, a point of concern disguised into a question, and I'm happy that one of the panelists may have the possibility of answering the question. First of all, we hear a lot about climate finance for Africa, but very little about climate finance by Africa. So my question, do you feel the African institutions today are kind of sidelined when it comes to designing, leading, and deploying these funds? That's my first question. So do you feel like the ecosystem today is ready to hand over the power to African institutions? That's the first part of my question. And I would love to conclude it by a second part, which is more about understanding your perspective of how we could enable a better leadership and a better local ownership. Again, these two questions are drawn from my experience to create new venture and business opportunities from the Middle East and Africa. But rarely we do find opportunities for people to open up the doors and to enable the business to thrive. So local ownership and local leadership. Thank you. Fantastic. Thank you so much. I love that I'm seeing more hands. I promise I'll get back to you. I just want to get first reactions first, wrap up the third round, and then we'll engage with you all right? Thank you very much. Des réactions à ce qui vient d'être dit, beaucoup de réflexions, beaucoup de questions intéressantes. Lina, let's probably start with your answer to the question that was addressed to you earlier, and then on peut revenir vers vous dans le panel. Sure. It's a very good question, and thank you for that. I've never been asked a question like that, so I had to. I'm glad I had the time to think a little bit about it. I think the way that I would address it is similar to how I would address, for example, bringing in investors to look at sustainable entities, and you can, there are different ways to define a sustainable company. But I think it's basically it all hinges down or boils down to how you address the narrative. So number one, you need to have obviously the right thing. So if you're a sustainable company, and you're doing all the right things, but you're not really reporting on it properly, or you're not really engaging with investors and lenders regularly, I think that is where it starts to become a little bit of a little bit of an issue, in the sense that people don't really know what you're doing or how you're doing it, because you're not reporting you're not reporting about it, or if you are reporting about it, how are you reporting about it differently to other sustainable companies, or even any company, right? Investors and lenders still put in money in companies that have volatility, but essentially they look at it in different ways. So number one is look at addressing the narrative, communicate more, have roadshows. For example, the concept of a non-deal roadshow is there in the debt capital markets world, for example, even in the equity capital markets world. So the idea is that sometimes we do that with our own clients. We take them on roadshows where we're just talking about their sustainability strategy. We're talking to investors. We're talking to lenders about it. We're talking even to ECAs about it, export credit agencies about it. So making sure that your narrative is out there, making sure that you are differentiated and not just kind of being tagged as a sustainable company, and therefore you're getting that penalty of being impacted by the volatility, because
a political party somewhere, for example, said something about sustainability, and that may impact you, but actually may not impact you because you operate in different markets, for instance. So I think that's probably one area that I would focus on. The second area is on returns, right? It all boils down to returns. It all boils down to the value creation you are bringing to your investors and to your lenders when they are engaging with you as a sustainable company. So even in the world's most difficult markets today, we see those entities, and we spoke about the US multiple times. A lot of US entities are still investing. A lot of US private equity firms have created specific funds that are investing in sustainable companies, in renewable energy projects, in sustainable infrastructure. So focusing on the return aspect of things, focusing on how you create that value, focusing on how you could mitigate the risk for investors or for lenders by looking at projects potentially is another way of looking at it. Thank you very much, Lina. Thank you for offering your perspective on that. Prenons maintenant des réactions du panel par rapport aux questions qui ont été adressées. Mehdi, peut-être pour commencer? Oui, j'aimerais revenir sur la notion de déconnexion. Je pense qu'elle est revenue à plusieurs reprises. Je pense qu'effectivement, il y a une déconnexion entre, disons, ça s'applique à plusieurs domaines, au public des sachants ou des experts et le grand public. Le problème dans ce domaine-là, c'est que c'est en définitive, on a parlé de return, en définitive, quelqu'un doit payer et à la fin, c'est le grand public qui doit, c'est-à-dire le consommateur, le client, l'usager, le citoyen, soit directement, soit à travers des gouvernements ou des institutions privées qui supportent le coût. Donc la notion de confiance est très clairement à ce niveau-là. Mais il y a aussi une autre déconnexion dont on a parlé sans parler aujourd'hui. Il y a une déconnexion. On a un problème d'échelle aujourd'hui. On a un problème d'échelle. Dion tout à l'heure a montré un chart, à peu près le même chiffre que j'ai en tête, qu'on a globalement entre 100 et 150 milliards de dollars de gap de financement vert annuel en Afrique, si j'ai bien compris. C'est ça le gap. C'est l'équivalent du PIB du Maroc. Annuellement, hein, chaque année, d'ici à 2030, donc c'est maintenant. Bon. Africa 50, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, Manel, il en faudrait 100. En réalité, c'est ça le calcul. Effectivement, Africa 50, c'est un exemple en termes de financement d'infrastructures et de plus en plus en termes de financement d'infrastructures vertes. Ça demande énormément de travail. Ça a l'air simple quand Molly le dit, mais ça demande énormément de travail. L'initiative dont on est en train dont Molly a parlé a évoqué 500 millions de dollars à lever en cours de levée. 150 milliards, 500 millions de dollars. Donc, on a un problème aussi de déconnexion d'échelle et de vitesse, parce que le changement climatique, il n'attend pas. Il n'attend pas, il n'a pas le temps qu'on ait des doutes et qu'on change etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a du travail, on a beaucoup de travail. Absolument. Merci beaucoup, Mehdi, pour cet effectivement ajout et cette problématique d'échelle. Molly, probably a reaction to what Mehdi said and all the questions also raised. Yeah, absolutely. So, strong agreement. Scale matters and urgency matters. Every year that we're trying to negotiate some kind of thing with maybe a percentage point on a PPA or something, that's another set of million of people without electricity or people without water. I mean, urgency matters, and everybody involved in the ecosystem needs to be able to be aware of that and move with as much pace as possible. We don't need to be perfect. We just need to be able to get the right thing with the right people because we are confident we have enough of the skills that we need here on this table and around us. So it's collaboration with the technology that you've mentioned. That is one, but that is one part of the whole equation. We need to have everybody on the same page, on the same table, and being able to collaborate as effectively and quickly as possible to sort of meet that. Examples of developers that we have helped, there is one who is in West Africa, who spent 10 years on one project, but we're able to kind of get them to get over the line of one. Now they're going with 3 or 9, connecting different countries, moving goods from one place to another.
We're hoping if this initiative and the Alliance for Green Infrastructure in Africa, that we can actually work with entrepreneurs who want to do things like data air capture or different things related to clean energy, electric vehicles, charging infrastructure. We want to work with people like that. So if you have ideas, if you want to see how we can work together to grow the infrastructure, to go from that 1/100th to maybe the 1/5 and maybe even the 1, we are waiting for you. Please come see me. Amazing. Well, the call is clear. Alors, Rachida Ouladali, je me tourne vers vous et puis ensuite je reviendrai vers vous, Wafa Bouchouata, parce que c'est vraiment important qu'on ait les perspectives des uns et des autres en réaction à ce qui a été dit. Et aussi, je voudrais en profiter pour qu'on clôture ensemble ce panel. Alors, nous avons exploré les dynamiques en cours et les conditions pour construire un écosystème africain de financement durable. Pour clôturer cette conversation ensemble, j'aimerais aussi qu'on se tourne vers l'action. Alors, d'une part, votre réaction par rapport à ce qui a été dit, mais d'autre part, si vous deviez proposer une seule mesure concrète, réglementaire, stratégique ou institutionnelle, à prioriser dans les 12 prochains mois, quelle serait cette mesure pour vous? Merci. J'ai une petite réaction par rapport aux questions de la salle. Je reviendrai peut-être à la première intervention qui a soulevé la question de la prise de conscience. À mon sens, cette prise de conscience elle est différente selon les pays africains. Donc, pour le Maroc, je pense qu'il y a une forte prise de conscience de la question et de l'urgence climatique, surtout suite aux sécheresses récurrentes et le stress hydrique qu'on a vécu ces dernières années. Donc, j'imagine que les décideurs, c'est vrai, il y a une prise de conscience de l'urgence climatique, mais quand même, il y a une sorte de retard en termes de réaction et d'intégration de cette urgence climatique dans les décisions publiques en matière d'investissement. On a vu justement qu'il y a des décisions hâtives parfois en termes de grands projets et qui devraient être en principe planifiés bien avant. Donc j'imagine que le gap est à rattraper dans ce sens. Par rapport à la question qui a soulevé l'accès limité du Maroc au fonds climatique, je pense qu'on a un problème sérieux en matière de diplomatie climatique. La présence du Maroc sur la scène internationale reste insuffisante par rapport aux autres pays. Donc j'appelle les décideurs à renforcer, surtout par exemple la délégation de négociation au niveau des instances auprès de la CNUC par exemple. Et c'est intéressant de faire écouter, entendre la voix du Maroc. Donc c'est un appel. On devrait agir sur cette question de la diplomatie climatique. C'est vrai, l'article 6.2, 6.4, on a toujours avec... je parle sous le contrôle du ministère du Développement durable, c'est qu'il y a un problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais juste un retard en matière d'opérationnalisation du cadre réglementaire de l'article 6.2, 6.4 et d'ouvrir justement cette niche pour faire booster la finance climat. Et justement, je passe directement à votre question par rapport à la proposition de mesures. Donc, on sait très bien que l'architecture globale de la finance climatique elle est très compliquée et très complexe. Donc, c'est difficile de faire ce matching entre l'offre et la demande en matière de finance climat. C'est pour ça que j'ai plusieurs propositions, mais la première sur le plan à l'échelle, c'est on raisonne à l'échelle africaine. C'est intéressant parce qu'il y a au niveau du continent africain, il y a des pays qui sont très en avance et il y a des pays qui traînent. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place un espace d'échange et de partage d'expériences. La CFC l'ont fait, certainement. Un espace intra-africain pour mettre tout le monde au même niveau d'information et aider ceux qui sont plus en retard à rattraper le wagon. Oui. Sauf qu'il faut distinguer entre plusieurs espaces de partage et d'échange parce que ça dépend de la taille des investissements voulus. Oui. Si on a par exemple à échanger
auprès du tissu des PME et de très petites entreprises, Oui. il faut prévoir un autre espace. Peut-être CFC, c'est les pertinentes pour qu'elles soient un espace d'échange pour les grandes entreprises et les grands porteurs de projets. Donc, c'est pour ça, à mon sens, il faut prévoir différents types selon la taille. Selon la taille et la cible. Exactement. Une autre petite proposition, justement, si on veut opérationnaliser l'écosystème, il faut déverrouiller du côté de l'offre et de la demande les différentes contraintes. On sait très bien que la finance climat, il a prévu pas mal de mesures, etc. Mais parfois des mesures très banales qu'il faut prévoir et accélérer même à mettre en place. Et ça ne va pas coûter grand-chose pour l'État. Je parle pour le cas marocain, mais c'est peut-être valable pour les autres pays. Si on parle par exemple de la demande de la finance climat, surtout auprès des porteurs de projets, de petits projets, il y a par exemple la publication des décrets d'application de la basse tension. J'imagine mal qu'un porteur de projet de la basse tension ait la possibilité de faire un investissement alors que le cadre réglementaire n'est pas publié. C'est ça. Donc une accélération des textes réglementaires, des textes d'application pour permettre sur le terrain à ce que les choses suivent. Okay. Oui. Il y a également des banques de données. La stratégie finance climat prévoit de mettre en place une sorte de plateforme de projets verts. C'est vrai, c'est un exercice qui pourrait avoir de la visibilité surtout, et peut-être de l'incitation auprès, que ce soit de l'offre et de la demande en matière de finances vertes. Pourquoi ne pas prévoir au moins un projet pilote en attendant que la plateforme au niveau national soit là, un projet pilote dans des endroits où l'enjeu climatique est le plus urgent, et donc de faire une sorte de base de données de projets verts à l'échelle qui apporte de la visibilité à tous. Voilà, donc vous nous avez donné 3 propositions concrètes. J'en aurai d'autres, et non pas une. Merci infiniment. Wafa Bouchouata, votre réaction par rapport à ce qui a été dit et aussi votre mesure à vous dans les 12 prochains mois. Réaction par rapport à ce qui s'est dit, je commencerai par ma collègue du MEF pour la rassurer. Le Maroc n'est pas en retard, plutôt le contraire, on est très en avance. On témoigne notre classement dans le top 10 ces dernières années. Alors, c'est vrai on est plus ambitieux, c'est sûr. On doit faire mieux, c'est sûr. Et on peut faire mieux. C'est pour cela qu'on se réjouit aujourd'hui qu'il y a une unité climat et que tous les départements y sont embarqués, toutes les composantes de la société. Alors, par rapport à l'article 6, ce n'est pas un retard, mais c'est une sagesse. Parce qu'il n'y a pas encore une visibilité. C'est vrai que à la dernière COP, il y a eu 2 jours de suite pour justement faire ressortir ces règles, l'article 6.2, 6.4, etc. Mais la mise en œuvre, etc., on y va doucement. Ceci dit, on a déjà parallèlement un portefeuille de projets qui se constitue. On a déjà des demandes de lettres de non-objection, etc., qu'on a étudiées. On a, pour l'exemple de la décharge de Casa, on a déjà un projet dans le pipe, etc., et Click Foundation font de l'excellent travail. Je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires de la coopération internationale. Étant donné qu'on a avec nous aujourd'hui la GIZ, je remercie la coopération allemande qui est un opérateur, c'est un partenaire de longue date, c'est peut-être 3 décennies de collaboration. Et aujourd'hui, on mène un méga projet qui est la Just Transition, qui est un méga projet avec la coopération de l'Union européenne et la coopération allemande, et dans le cadre duquel on est en train de travailler avec le MEF sur 4 axes importants. Alors, si j'ai des messages clés, on a une politique nationale et on descend, on va vers les territoires. Ce sont les territoires qui vont opérationnaliser les actions. C'est pour cela qu'on a développé des plans climat territoriaux. C'est quoi un plan climat territorial? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 11 sur 12, la 12e c'est en cours, c'est Rabat, ils ont un diagnostic de l'état des lieux, de la vulnérabilité, du potentiel de mitigation et des opportunités à développer. Ils ont aujourd'hui quelques projets qu'ils peuvent soumettre à des investisseurs.
ils participent, certaines régions participent à la COP et ils sont là. Et il y en a certains qui ont signé même des jumelages. Donc nos régions, ils sont très avancés, mais c'est pas assez. On le dit et on le redit. On a signé des mémorandums d'entente justement pour pouvoir avoir ce matchmaking, mettre en concordance les porteurs de projets avec les financeurs. C'est vrai que la feuille de route de Belém, elle est un peu... le Maroc a émis certaines remarques et une déception par rapport à la décision du nouveau NCQJ. Donc le financement dans le nouveau collectif global quantified, voilà, le nouveau, donc c'était 300 milliards, on était dans le groupe africain, on s'est dit que si c'est moins de 500 milliards, on ne va pas accepter. Mais est-ce qu'on avait le choix? C'était à prendre ou à laisser. Donc même, c'est vrai, je rejoins votre idée, madame, en négociation, mais il n'y a pas que le département, c'est l'affaire du gouvernement. Donc on interpelle aussi notre gouvernement à mobiliser toutes les équipes, que nous serons contents si vous serez aussi présents lors, vous devez être, pour promouvoir l'action du Maroc et l'action de l'Afrique. Je reviens rapidement par rapport à la question de M. Alaoui et les soucis de financement, peut-être monsieur aussi a parlé. Les financements sont là pour ceux qui sont proactifs, pour ceux qui sont prêts. C'est-à-dire qu'il faut avoir des projets ficelés. Il faut être ingénieux dans la rédaction des projets bancables, faisant ressortir les impacts, les co-bénéfices, des indicateurs de suivi. Et c'est comme ça qu'on montre à nos investisseurs qu'on est crédible et qu'on peut concrètement réaliser des actions sur le terrain. Proactivité, readiness et collaboration de tous. Merci. Merci infiniment. Voilà, des conversations comme on les aime, sans langue de bois, n'est-ce pas? Donc un appel clair lancé effectivement au gouvernement de se la faire de tous, comme vous le dites. C'est pas au niveau de votre département en particulier, mais c'est réellement l'affaire de tous. Alors, Mehdi, si vous deviez proposer une recommandation, une seule mesure, un shift prioritaire pour faire avancer concrètement l'agenda de la finance durable sur le continent, quelle serait-elle? La problématique, elle est complexe. Je n'ai pas arrêté de le dire depuis tout à l'heure. Donc c'est sûr que ce n'est pas une mesure qui va changer la donne, et en particulier pas la problématique de déconnexion de l'échelle. Je pense qu'il y a quelques pistes qui pourraient faire bouger. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas réinventer la roue. Je pense que ça a été dit, et Africa 50 est un bon exemple, mais je pense que ça a aussi été dit par Lina sur effectivement un peu partout dans le monde, les green funds commencent à avoir des rendements qui sont très importants. Peut-être avoir des mécanismes incitatifs pour faire en sorte que l'argent institutionnel africain, dans un monde où l'argent institutionnel, disons global, se réduit, puisse être fléché vers des green funds à destination de l'Afrique, potentiellement effectivement des fonds infra, ça peut être comme Africa 50, mais peut-être à une échelle encore plus généralisée. Ça peut commencer à faire bouger les choses. Enfin, globalement, les fonds, l'argent institutionnel africain, c'est l'épargne, c'est notre épargne collective. Donc, le fait de dire qu'on le met, on le confie à des professionnels qui créent l'infra de demain, une infra qui est durable, etc., ça me semble conceptuellement faire du sens. Maintenant, il faut un peu de mécanisme incitatif, parce que prouver qu'en Afrique, on arrive à avoir des rendements finalement aussi bons que dans ce qu'on fait classiquement, c'est encore, ou meilleur, c'est encore à prouver. Donc si on peut aider l'impulsion, ça pourrait être une bonne manière de démarrer. J'en ai une autre qui est peut-être plus au niveau du petit et du moyen investissement. Ça ne règle pas du tout le problème d'échelle, mais ça lance une dynamique, parce que la déconnexion, elle vient souvent, et je réfléchis souvent à c'est quoi l'écart qu'il y a entre les dirigeants marocains et les dirigeants dans le reste de l'Afrique.
en réalité, les dirigeants marocains, excusez-moi, ils ne sont pas forcément plus intelligents, plus visionnaires que les dirigeants sur le reste du continent. C'est juste qu'on croit ce qu'on voit. Et comme on a vu, on voit le stress hydrique, et on voit le stress hydrique, on voit les risques de coupure énergétique, on voit la facture énergétique, etc. etc. Du coup, on est obligé, chacun dans nos domaines de responsabilité, d'être un peu plus savant sur le sujet. Donc une manière de transférer ça vers l'écosystème plutôt de petites et moyennes entreprises, c'est qu'à peu près dans tous les pays en voie de développement en Afrique, il y a des mécanismes incitatifs aux petits investissements qui sont plutôt en général orientés emploi. On arrivait à y rentrer un peu d'objectifs de décarbonisation dans ces mécanismes incitatifs-là. Ça pourrait, sans coûter trop cher au budget des États respectifs, lancer une dynamique qui permettrait une meilleure connaissance de l'écosystème. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, des mécanismes des incentives, je cherchais le mot en français, pour les moyennes et petites entreprises. Lina, turning back to you, and then we're wrapping up with you, Molly. What's the one shift or concrete measure that you believe we must prioritize to truly advance sustainable finance in Africa? I think from my side, it's something that Molly actually mentioned, which is partnerships. I think we need to see more of that. We're seeing a lot, but I think we need to see a lot more of that, especially within the African continent, because that will help a lot with collaboration, with speeding the mobilization of capital, and to some of the points that were raised from the audience around, using African finance as well. Very similar to what Africa 50 is doing. But I will take advantage of mentioning a second point, and that is the point around value creation and value protection, which we also mentioned during the panel. And I think that those are, where you are able to create value or protect value, you're going to see scalability and you're going to see interest. Thank you very much, Lina, once again, joining us online from Dubai. Molly, building on everything that has been said and wrapping up this panel with you, what's the key message you'd like to leave us with? What's your take on what we just mentioned right now? Well, I'll say a bit of a joke, and the one message personally that I've got is that Africa 50 needs to grow multiple times as quickly as possible. But I would say, going back to the actual topic, actually 3 things come to mind. Replication. We need to aggressively expand and replicate blended finance models as much as possible. We've given you a couple of examples. There are other parties out there that are doing it as well. The more, the merrier. The more we scale that, the more it should be able to make projects attractive and create the necessary capital and interest from investors. Simplicity. So this is where our governments sort of come in. It's good to have the advances and the planning, because we need that. The more simpler we're able to access those policies and priorities, the better we'll be able to jump in and sort of do the things that the private sector is able to do, going to your point on 6.2 and 6.4. And I guess finally, project development, because that's near close to my heart. We always have to start early. Meeting that gap of building, preparing projects is where we need the support. So focusing on that and doing those other 2 things will help countries and private sector come together with one voice and push forward. Amazing. Thank you so much. I promised I would come back to you, and then we are very kindly invited by Casablanca Finance City for lunch. But before we break for lunch, I want to keep my word and take those 2 questions that are left. 2? Okay, one here. And I believe there was one in the back. Please, kindly introduce yourself and share with us your question. Merci beaucoup, merci Manan pour la prise de parole. Au fait, aujourd'hui, je vais enrichir un peu, je vais poser la question. Ce n'est pas une question, c'est un complément français. Au fait, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment nier les efforts qui sont entretenus aujourd'hui au niveau du Maroc. Donc je dis rapprochez votre micro, s'il vous plaît, on ne vous entend pas bien ici. Donc on dit efforts, mais aujourd'hui, ce sont de vraies actions. Peut-être on n'a pas cité aujourd'hui les efforts qui sont pris aujourd'hui au niveau des ministères, en particulier le ministère de l'Agriculture et celui de l'équipement et de l'eau. On a eu l'étiquetage
Donc climat du budget, ça veut dire que l'État aujourd'hui alloue une enveloppe qui est vraiment accessible aux TPE, aux PME, à tout le monde qui demande un financement. Aujourd'hui, dans le cadre de mes missions, je rencontre beaucoup de dirigeants, de décideurs. Aujourd'hui, c'est la rentabilité financière qui les occupe. Je leur parle de financement additionnel. Ils ne captent pas, ils ne se projettent pas, ils ont pas cette vision. Donc aujourd'hui, l'effort, c'est d'aller vraiment vers ceux qui financent l'économie, c'est les banques. Aujourd'hui, la meilleure des choses, c'est vraiment de voir une vulgarisation de ce produit qui va l'accès à ce financement additionnel. Qui va le faire? C'est la banque. Donc aujourd'hui, c'est en se joignant les ministères, ceux qui font l'étiquetage climat et ceux qui font le cadre réglementaire, financier, comptable et tout ça, et fiscal aussi, pour aller expliquer aux banques comment on va concevoir un produit qui va opérationnaliser toutes ces initiatives et ces actions. Donc j'invite les banques vraiment à revoir leur stratégie de vente de produits de financement au TPE. Je suis du secteur privé, je dirige ma boîte, donc je sais vraiment de quoi je parle. Merci Voilà. infiniment. Merci. Encore une fois, vos retours terrain sont très précieux et donc on prend votre point effectivement sur les produits financiers tels qu'ils sont vendus par les banques. Est-ce qu'il y avait une autre question au fond? J'ai mémoire que quelqu'un souhaitait poser une autre question. One time, two times. Ici? Ok, allez, ce sera la dernière question. Après, on va clôturer ensemble avant d'aller déjeuner, poursuivre ces conversations durant le cocktail déjeunatoire. Thank you very much. Very insightful discussion and insights. Maybe I was inspired by Molly when you mentioned that you're looking for projects to come to your way, and maybe just a question on client engagement, on client and customers engagement, and perhaps also to Lina. So you certainly developed, some internal capabilities, on climate in general, on reporting, on finding the business case for climate. But how are you actually transferring that knowledge to your clients and customers? How are you bringing them on the same frequency as you? And how are you helping them in their whole, I'd say, climate journey, whether if they are project developers or customers or clients on the carbon market space? So just wanted to know a little bit how you are working with these clients in transferring that knowledge. Thank you very much for your question. Then we'll take your answer. And if you wish, I will offer you each one final word before we conclude and go to lunch, okay? All right, thank you for that question. So we see, even with developers, it being a partnership. We need to know sort of where your vision is, where the potential deficits are, what part of the infrastructure project cycle do you need to have that climate lens in? And even within just regular project development, there is a massive environmental and social section that you sort of need to make sure that you're clean on from mitigation and now currently an adaptation perspective. So those are the types of things that we would be looking at, discussing with, negotiating to make sure that all of these elements are up to bring the project to bankability for when you finally get the lenders and the funding to sort of do that. Happy to continue offline. Amazing. Well, you'll definitely continue during lunch. Thank you again, Molly. Est-ce que vous souhaitez un dernier mot peut-être très bref pour conclure votre intervention, Madame Wafa Bouchouata? Comment embarquer tout le monde? Changer de langage. M'a inspiré un icône que vous avez mis, Risks, Opportunity. Ce sont des opportunités pour nous. Au lieu de payer l'inaction, le coût de l'inaction, soyons proactifs. Donc, embarquer tout le monde, leur montrer de l'intérêt, et il y a de l'intérêt pour ceux qui le voient, qui le cherchent, mais il faut creuser, il faut faire l'effort. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment, cher Mehdi. Peut-être un mot de la fin avant qu'on passe aux deux dernières interventions. Je vais juste répéter, Molly l'a dit, c'est urgence et mise à l'échelle rapide. Voilà. Urgence, mise à l'échelle rapide, absolument. Un dernier mot de votre part également? Je pense qu'il faudrait, comme a souligné Madame tout à l'heure, la question de la coordination elle est primordiale et la mobilisation de tout le monde est également primordiale. Donc c'est un enjeu majeur qui frappe tout le monde et donc il faut que tout le monde soit là pour réagir. Voilà. Merci beaucoup à vous. Dear Lina, one final word before we wrap up.
I think I would say, collaborate and, replicate, which is also something that has already been mentioned, and also lean in on others. The gentleman who just asked that final question around, what you can do to. I mean, there is quite a lot of work that's happening in terms of, for example, we support a lot of our clients with what we're seeing, how we're doing things, and what we need to see in order to continue to provide lending and what have you. So, so I would say collaborate, replicate to scale, and lean in on other institutions where the experience is. All right. Un immense merci à nos panélistes. Mesdames et messieurs, je vous propose que nous les applaudissions bien fort. Merci infiniment à vous. Et je propose aux panélistes d'applaudir bien fort l'audience pour leurs questions et leurs interactions. So please, dear panelists, let's give a round of applause to our wonderful audience. Avant de conclure, je souhaite partager avec vous une information importante. Casablanca Finance City va organiser en juillet une conférence dédiée au marché carbone en Afrique, intitulée Strategic Dialogue on the Carbon Market Landscape in Africa. C'est un événement qui est organisé en partenariat avec la GIZ et la CDG, qui réunira des experts, des décideurs et des investisseurs. Alors restez connectés and stay tuned for that. C'est définitivement une occasion de poursuivre ces conversations. Mille merci encore une fois à tous et au nom de Casablanca Finance City, vous êtes invités donc au déjeuner. À très bientôt. Merci beaucoup.